puisque depuis le début de la semaine, on s'est dit, tiens, on a besoin de discuter sur ce qu'on a vécu à travers ce confinement, sur l'analyse politique qu'on peut en faire, sur la prochaine fois, parce que sans doute il y aura une prochaine fois, comment est-ce qu'on pourra semer des graines de solidarité, de résistance, de désobéissance. Et donc on va vous proposer, parce qu'on a construit ensemble à 9, donc conférence gesticulée, je pense que dans l'Assemblée, tout le monde doit savoir ce que c'est. Collective, ça se voit. Un collectif par contre. Ça se voit parce qu'on est 9 sur scène, voilà. Et participative, l'idée c'est qu'il n'y ait pas que nous qui parlions, mais que progressivement, sur les différents tableaux qu'on a préparés, vous veniez aussi témoigner de ce que vous avez vécu, puisque le principe, un peu conformément aux conférences gesticulées, c'est pas simplement « je pense que », mais voilà moi ce que j'ai vécu à tel moment par rapport à ces enjeux. Donc les 4 tableaux qu'on a préparés, le premier c'est tout simple, c'est comment est-ce que chacun, chacune a vécu ce foutu Covid et ce confinement. Le deuxième c'est en gros à quel moment j'ai compris qu'il y avait une couille dans le potage, c'est-à-dire qu'il y avait du mensonge, de la manipulation derrière tout ça. Ouais, parce qu'on s'est rendu compte que même si personnellement on peut l'avoir vécu sur des modes différents, plus ou moins de peur, plus ou moins de colère, des choses comme ça, il y a quand même accord sur le fait qu'il y a des grosses manips derrière tout ça. Donc ça c'est le deuxième tableau. Le troisième c'est en gros comment est-ce que le pouvoir ou les pouvoirs ont réussi finalement à ce que les contraintes terribles qui avaient été posées, les gens y obéissent pas mal. Donc c'est la logique de l'expertise, de l'autorité, les chiffres, etc. Et puis le quatrième, c'est comment malgré tout, il y a eu des actes de solidarité, de désobéissance, de résistance qui ont été posés, et puis peut-être la fois prochaine, lesquels on peut imaginer pour aller plus loin, puisqu'effectivement on est convaincu qu'il y aura une prochaine fois. Voilà, donc sur chacun des tableaux, il y en aura chaque fois 4 d'entre nous qui viendront amener leur anecdote, et puis après, on vous laissera venir, vous, témoigner de ce que vous avez vécu. Et puis on fera à la fin de chaque tableau, il y en aura 2 qui feront une ébauche de savoir froid sur ce qu'on peut en tirer en termes d'analyse politique de ce qui s'est passé. Ça vous va? C'est clair? Eh bien on démarre. Alors premier tableau, c'est qu'est-ce qui a été vécu par chacun et chacune à travers le confinement. Debout, ça me paraît parce que c'est parti. Ça fait 1 mois et demi que j'ai été licenciée et d'un seul coup tout s'est arrêté. Plus de téléphone, plus de contact et ne parler à personne. Quand le confinement arrive, je n'ai même plus la possibilité d'enfiler mes baskets pour aller faire un petit tour et au moins voir des humains ou m'asseoir à une tasse de café. Je fais un petit tour de quartier et je discute avec les vieilles. Et les vieilles me disent que c'est encore plus difficile parce que déjà qu'elles sont seules, là elles sont plus seules encore parce que plus personne ne vient les voir. Et le confinement, pour elles et moi, c'est de la solitude et encore plus de la solitude. C'est la solitude dans la solitude. Eh bien, c'est bon. Eh ben oui. Alors moi je suis en région parisienne, donc le premier truc qui m'a frappé, c'est que le matin, le midi, le soir, quand on est dans les transports en région parisienne, c'est l'hystérie, quoi. Tout le monde court dans tous les sens, les gens ils courent dans le métro, ils courent dans les couloirs, ils sont stressés tout le temps, nous sommes stressés tout le temps, et d'un seul coup, du jour au lendemain, tout s'arrête. Pour ceux qui ont la chance d'être chez eux, pas dans les champs ou à ramasser les ordures. D'un seul coup, tout s'arrête, tout, il ne se passe plus rien. Et je me demande, il se passe quoi du stress? Enfin, je veux dire, d'un seul coup, les gens s'aperçoivent que tout s'arrête. Et que là où ils couraient tout le temps, le matin, le soir, là, ils sont chez eux. J'aimerais savoir ce qui se passe dans toutes nos têtes. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Est-ce qu'on va reprendre, quoi? On va refaire la même chose quand on va nous libérer? Ça m'interroge drôlement. La deuxième chose qui m'interroge, c'est que... Mais on en reparlera dans un autre tableau, c'est que en fait, moi, quand je sortais dans ces rues désertes à la « Je suis une légende », film de science-fiction, quand on croisait, enfin en tout cas sur la banlieue parisienne où j'étais, quand je croisais des gens, je me chopais des regards hostiles, quoi, mais vraiment hostiles. Qu'est-ce que tu fais sur mon trottoir?
tu vas me rendre malade. Enfin, c'était ça que je lisais dans les yeux. Et vraiment beaucoup. Donc je me suis demandé, est-ce que c'était dans mon quartier, est-ce que c'était tout le monde, est-ce que vous l'avez vécu par chez vous, ou est-ce que c'est juste moi qui suis parano. Et puis la troisième chose, c'est que ma coloc, qui est quelqu'un de sensé, de raisonné, qui est très souvent pertinente, et ben je me suis rendu compte que ça pouvait taper sur le système très fort, y compris le jeu des médias permanents, parce que en plein confinement, il y a un type qui vient m'installer la fibre optique. Si vous avez déjà suivi le gag de la fibre optique, ça peut être long, ça peut être 14 fois de suite et tout, donc le type il m'appelle, je suis là, je viens poser la fibre, oui, vous venez, vous posez la fibre. Et au moment où je le fais rentrer, on a failli s'engueuler fort, quoi, parce que d'un seul coup, je faisais rentrer la mort dans la maison, et on allait tous mourir. Parce qu'il ne s'était pas lavé les mains, parce qu'il n'était pas prévu, parce que c'est quoi ce type qui vient faire son boulot. Mais c'était vraiment, c'était très fort comme réaction. Je me disais, c'est incroyable, quoi. Ça veut dire que les médias, ça marche très très fort. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire peur à tout le monde. Et puis je vais m'arrêter, mais la dernière chose, c'est que moi qui suis un citadin et un urbain, au bout d'un mois, j'étais en manque d'arbres. Mais vraiment, c'est pas un pauvre platane dans une rue avec des voitures garées, ça suffit pas. Et comme ils avaient fermé tous les parcs, tous les bois, tout était fermé, on ne pouvait pas voir d'arbres. Et je me suis rendu compte à quel point ça me manquait. Voilà. Bah, tu vois, c'est vrai que si tu n'habitais pas à Paris, tu n'aurais pas été en manque d'arbres. Ben oui. Parce que, en fait, la première truc qui m'est arrivé mais dès le premier jour avec le confinement, ça a été la colère. Parce que ça m'a renvoyé à quand j'étais tout gamin à l'école. Parce que j'étais bavard. Déjà à l'époque j'étais bavard, et donc j'arrêtais pas de pipeletter, et donc je me retrouvais systématiquement au piquet avec les mains sur la tête, parce que j'avais bavardé. Et en fait c'est l'impression que j'ai eue quand ils ont annoncé le confinement. C'est-à-dire qu'on nous collait tous collectivement au piquet. Je veux dire, parce qu'on avait manifesté avec les Gilets jaunes, on était descendus dans la rue. Après, c'est les urgentistes qui avaient manifesté. Puis après, on est redescendu dans la rue aussi avec la réforme des retraites. On n'arrêtait pas d'aller dans la rue, on bougeait. Et d'un seul coup, on nous disait stop, c'est fini. Vous allez chez vous, vous êtes au piquet, les mains sur la tête. Et en plus, ils nous annoncent qu'ils ferment les bars, les restaurants, les cinémas. C'est-à-dire les lieux de loisirs, les lieux où on s'amuse. Je veux dire, c'est vraiment une punition. Moi, je l'ai vécu comme ça. On nous a punis avec ce confinement. Alors, ce que moi, je n'osais pas faire quand j'étais tout gamin, quand j'allais au piquet, c'est-à-dire repartir en disant, et ben, là, à 60 piges, je me suis dit, ils me font chier, je ne suis pas d'accord. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire du vélo. Alors, il s'avère que moi, j'habite pas à Paris, j'habite en Bretagne, je suis dans une commune. En fait, il suffit que je traverse le bourg, je suis dans les bois. Et donc, je prenais mon vélo. Alors, j'en ai fait encore plus que d'habitude. Hein. D'habitude, quand je suis chez moi, j'y vais 2 fois par semaine. Là, j'y allais tous les jours, exprès. Je traversais les 600 mètres du bourg, puis après, je suis dans les bois, j'étais tranquille. Même les drones, ils ne pouvaient pas me voir. N'empêche que je me suis fait contrôler 3 fois par les flics. Tu vois, sur les 500 mètres qui me séparaient des voies, je me suis fait arrêter 3 fois par des patrouilles. C'est bon, je suis à la fin. T'es bavard. Ouais. Bah, je vous raconterai la suite tout à l'heure. Non, mais ce qui m'a le plus... parce que j'avais fait les attestations, je vous raconterai, j'en faisais plusieurs qui se chevauchaient et tout. Mais n'empêche qu'ils contrôlaient au GPS à quelle distance j'étais de chez moi. C'est balèze quand même. Voilà. Pardon ? Bon, moi en fait, j'ai pas été confinée parce que moi j'ai travaillé pendant toute cette période. Donc j'ai travaillé à partir du moment du confinement, je travaille à l'hôpital, un hôpital dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il a fait la lune un peu des journaux télévisés, à l'hôpital de Lannion dans les Côtes-d'Armor, Bretagne Nord. Je travaille dans un service de gériatrie. Et donc, j'ai tout simplement continué mon travail dans un premier temps, puis on a été contaminé par le Covid, non pas par les patients, en fait c'est nous qui avons entré le Covid dans le service, puisqu'on n'avait pas le droit de porter des masques pour les protéger. On avait une interdiction de la direction de porter des masques, hein. Donc on a contaminé nos patients. Donc, en fait ça a commencé par une patiente, puis une infirmière, puis un médecin.
Voilà, donc j'ai travaillé comme ça jusqu'au 25 avril et après j'ai toujours pas été confinée parce que j'étais malade. J'ai attrapé le Covid. Donc je suis restée chez moi tranquillement pendant 3 semaines à flotter. Chez moi ça s'est présenté sous la forme d'une fièvre pas trop méchante mais qui me mettait dans un état un petit peu second. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir flotté 3 semaines sur une petite mer tranquille quoi. Que j'étais toute seule, que j'étais dépendante de mes proches. Et puis est arrivé le 11 mai et j'ai repris le travail. Donc en fait le confinement, moi je suis passée un petit peu à côté. Par contre la chose à côté de laquelle je ne suis pas passée, c'est cette histoire d'applaudissements. Vous avez tous entendu parler, j'imagine. Donc en fait c'est arrivé par ma fille qui vit à Paris, qui travaille à Paris, qui m'a envoyé le premier soir les applaudissements dans son quartier. Elle a enregistré, elle a filmé en fait les applaudissements dans son quartier et la première réaction que j'ai ressentie c'est vraiment une réaction d'émotion intense en disant ça y est, on est vu en fait. Il faut savoir que le service des urgences à Lannion était en grève depuis 1 an avec une banderole sur le truc, ça n'interpellait personne et surtout pas les médecins de l'hôpital apparemment d'ailleurs. Et donc la première réaction ça a été vraiment une réaction d'émotion, c'est on est vu, c'est vu enfin ce qu'on vit, ce qu'on fait, ce qu'on endure depuis si longtemps, c'est enfin fait. Et puis tout de suite après, mais vraiment tout de suite après, c'est-à-dire que le deuxième soir c'était fini, ce qui est monté c'est de la colère. De la colère et un mélange d'espoir et de peur. Donc la colère en me disant que ça coûtait pas très cher en fait d'applaudir le soir sur son balcon. J'avoue que c'est ça que j'ai pensé. Je me suis dit ça. Et puis je me suis dit ça va durer et est-ce que ça va déboucher sur quelque chose. Et faire rire, mais j'ai cru au discours de Macron un petit peu quand il a dit que finalement il avait eu une espèce de révélation et que la santé n'était pas une marchandise. Waouh, on y est peut-être. Et puis après il y a eu la manifestation du 16 juin, une fois qu'on a tous été déconfinés, qu'on a fait cette manifestation où tout le monde était censé venir enfin soutenir les soignants au lieu de les applaudir depuis leur balcon. Et en effet il y avait du monde à Lannion à la manifestation, mais c'était que des soignants. C'est-à-dire que certains, en effet, soignants ont eu, ça les a poussés dehors, ce qui ne s'était jamais autorisé jusqu'à présent. Mais par contre, les autres, on ne les a pas vus. Voilà, donc s'il y a des personnes parmi vous qui ont envie de venir raconter une anecdote sur comment vous avez vécu le confinement, c'est le moment. Alors moi j'ai pas été confinée non plus, je travaille dans une entreprise dans le département informatique et à partir du premier jour de confinement on nous a tous demandé de travailler à la maison, soit 15 000 employés rentrés à la maison. On n'était pas calibrés pour le faire, donc nous notre charge de travail a été augmentée d'au moins 40%. Et donc j'enchaînais les réunions dans mon salon à pas pouvoir voir les collègues. Et c'était vraiment très très dur physiquement. Et en même temps, je voyais dans les réseaux sociaux les gens qui étaient très heureux de se mettre à faire leur pain ou faire du yoga ou se concentrer sur le summer body, comme comment être le nouveau régime à la mode pour être fin prêt post-confinement. Donc moi j'étais désarçonnée, j'ai essayé de faire mon pain après une journée de travail, c'était du caillou. Et je dis mais pourquoi, mais j'étais comme ça, j'étais en angoisse, j'ai dit à ma fille alors il est bon le pain. Non il n'était pas bon, parce que je venais de sortir d'une journée de 12 heures de travail. Et alors moi j'ai vraiment envie aussi de parler, donc moi j'habite en Belgique, des applaudissements, on a aussi eu les applaudissements à 20h. Et au début j'ai pas voulu le faire, j'étais très embêtée avec ce truc parce qu'il y a 2 ans on nous a sucré à la santé 6 milliards. Et là, à chaque fois que je sortais sur mon balcon, je me disais, mais j'étais où moi quand on a sucré tous ces milliards et qu'il y avait des manifs, j'y ai pas été. Et j'étais très très mal. Et alors parfois quand même, j'ai fait comme ça. Bon, j'étais très mal, j'attendais que mes voisins se manifestent. Ça se manifestait partout, sauf dans ma rue. Je ne sais pas pourquoi. Et donc j'ai arrêté d'applaudir, mais je me suis juré qu'avec ma chorale féministe, on allait chanter à la première manif. Et on y a été, et moi je m'attendais, j'ai fait un ramdam pas possible pour être un maximum de personnes. Tous mes amis, tous mes collègues s'étaient mis
à applaudir, c'était tellement génial, et à prendre les apéros à 20h. Et je dis, on va être un monde de fous à cette première manif, ça va être dingue. Et on était 300, et la manif a duré 40 minutes. Parce qu'il y avait un service d'ordre qui nous a balayés comme ça, on n'a rien pu chanter, on a juste pu se mettre de dos au ministère de la Santé. Et voilà, c'était mon consentement. Est-ce que quelqu'un d'autre veut raconter Sans surprise. Un mal de Moi, j'ai fait l'expérience, pour la première fois, je dirais, d'un vrai arbitraire. C'est-à-dire, ceux qui me connaissent savent que j'habite un moulin avec 2 hectares qui m'appartiennent, au milieu de 32 hectares qui ne m'appartiennent pas, mais où il n'y a personne, c'est un bois. À partir du confinement, j'avais l'interdiction d'aller dans ce bois plus d'1 kilomètre et sans papier autorisation. C'est-à-dire que là où, contrairement aux gens de la ville, je trouve que les gens de la ville pouvaient justifier relativement cette interdiction en raison du nombre de personnes, du danger, etc. Moi, j'étais en situation de devoir subir un arbitraire, une amende, dans une situation où, à l'évidence absolue, il n'y avait aucun danger. Je veux dire, c'est les gens qui ont été sanctionnés sur des plages, et l'interdiction d'aller tout seul dans un bois, là, pour moi, c'était du pur, vrai arbitraire. C'est la première fois que je vis ça. Je veux dire, quand je dépasse une limitation de vitesse, et si je me fais gauler, j'accepte l'amende parce que je comprends l'idée de la limitation de vitesse. D'accord, si je traverse une agglomération 70 à l'heure, alors c'est 50, je râle, je paye, mais je sais pourquoi j'ai une amende. Là, je suis allé me promener dans ce bois, évidemment, j'y allais tous les jours. Je suis allé faire mon tour dans le bois en faisant l'acte follement subversif de ne pas prendre de papier avec moi, et en me sentant mal de ça, c'est-à-dire en me disant, si je prends un papier, je vais me haïr, je vais me détester, et si je me fais gauler, parce que il y a eu des balades de rondes de flics dans le rural profond, ça existait, si je me fais gauler, le flic va se faire plaisir. C'est-à-dire qu'il va me coller au nom d'un absolu qui est une pandémie, je veux dire, avec des arguments que je sais qui sont faux, qui sont bidons. C'est comme si demain Macron interdisait de porter des chaussettes, je veux dire. C'est-à-dire que c'est totalement bidon, c'est faux. Je suis dans une période, dans une région où il y a 0 virus. Enfin, je veux dire, 1 cas en Côte d'Armor au moment où Macron décrète le cas sur 600 000 habitants, donc je sais que c'est bidon. Et je sais que tout le monde le respecte dans mon village, et je sais que moi je vais me balader dans le bois sur une décision qui est je ne sais pas comment dire, c'est de l'arbitraire chimiquement pur. Il y a l'arbitraire qui te dit qu'il faut que tu ailles à ta voilà, conclusion. et c'est ma première vraie expérience d'un arbitraire réellement flippant, c'est-à-dire d'un état totalitaire qui peut m'imposer quelque chose qui n'est absolument pas justifié, et sur lequel je ne peux pas répondre. Merci. Alors moi je suis en coloc avec des jeunes et au départ je me dis ils sont super raisonnables, en fait ils flippent quoi. Donc j'essaie de démonter le truc en leur disant écoutez la grippe de manière générale d'une année sur l'autre c'est 650 000 morts dans le monde, donc pour le moment c'est pas grave ce qui nous arrive, mais elles veulent pas sortir dans le quartier se balader parce qu'elles en ont ras-le-bol, elles bossent dans leur chambre, enfin donc on décide de faire, enfin je décide de faire parce qu'il fait très beau, des feux de camp le soir, 2 feux de camp par semaine et une soirée petit bac. Donc ça quand même, une soirée petit bac c'est un jeu. C'est un jeu qu'on fait tous ensemble, on mange ensemble et puis donc finalement on se voit plus pendant le confinement que hors confinement. Mais la première fois où je décide de sortir, moi marcher dans mon quartier, je me dis me faire une autorisation moi-même, mais c'est juste pas possible parce que c'est tellement absurde que je peux pas le faire. Je me dis, au départ je me dis bon, je la recopie sur internet quand je vois les 2-3 premières fois, je me dis je peux pas, ça me met tellement en colère, je peux pas, je les emmerde et je sors dans mon quartier. Je sors marcher dans mon quartier tranquillement et je suis contente, il n'y a personne. Mais vraiment personne. Et c'est con parce que là j'ai plus de chiens, habituellement je sors promener le chien, là j'ai plus de chiens. Je regarde les gens qui promènent leurs chiens et alors c'est drôle parce qu'il y a des chiens qui tirent comme des malades. Je me dis que et c'est souvent des mecs, je me dis ils ne promènent jamais leurs chiens parce que sinon ils ne feraient pas ça quoi. Et puis à un moment donné, donc je suis toute seule dans mon quartier
Et il y a une voiture qui arrive, donc je l'entends arriver, il n'y a personne, pas une voiture, pas un chat. Et elle ralentit devant moi et je me dis, merde, qu'est-ce que t'es con, t'aurais dû faire ton attestation, putain, je suis gaulée, quoi, c'est les flics. Elle s'arrête à côté de moi, et puis bon, bah je m'arrête, quoi, je me retourne, et puis la vitre se baisse, et pardon madame, je cherche Marie-Annick Guévelou, et je savais où habitait Marie-Annick, et bon, c'était pas les flics, mais je me suis dit, putain, pendant la guerre, ça devait faire ça, quoi. Et vraiment, et je suis rentrée chez moi, ben j'étais pas en forme. Vous êtes prêts? Alors, en fait, la question c'est, est-ce qu'on était obligé d'être confiné? Parce que, en fait, tous les pays n'ont pas confiné vis-à-vis de ça. L'Allemagne, Hong Kong, etc. Ils n'ont pas confiné. Et très vraisemblablement, il y a eu un problème avec le fonctionnement de l'hôpital. Et donc la question c'est comment on en est arrivé là. Déjà, alors moi c'est juste 2-3 dates parce que jusqu'à 1983, l'hôpital marche plutôt bien, c'est-à-dire ce sont les soignants qui disent voilà, on a besoin de tant d'argent pour faire fonctionner l'hôpital. Et puis en 83, c'est Pierre Bérégovoy qui stoppe le machin, dit non, ça n'a plus marché comme ça, on arrête d'augmenter les salaires, on arrête d'augmenter les cotisations sociales. Donc on va restreindre les budgets de l'hôpital, donc on commence à contraindre le budget de l'hôpital. Ça va être, c'est Juppé qui va mettre le deuxième coup, c'est le truc qui s'appelle l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Voilà. Qui est fixé tous les ans, en fait, qui est une enveloppe. On dit cette année, on va dépenser tant pour les soins, peu importe qu'il y ait une épidémie de Covid, peu importe qu'il y ait une catastrophe, peu importe que la population augmente, que les gens vieillissent. En gros, vous les soignants, vous avez ça. Vous allez faire plus avec moins d'argent. En plus, il le diminue, oui. Voilà. Bah oui, parce que chaque année, il le diminue. Chaque année, il pompe 10 milliards à peu près. Donc voilà. Puis après, il y a un truc qui va arriver qui s'appelle la T2A. C'est la tarification à l'acte, qui va foutre un joyeux bordel, et puis là, elle va pouvoir en parler. Juste un truc à dire sur la tarification à l'acte, c'est que celui qui l'a mise en place, il s'appelle Jean Castex. C'est chouette, ça non? vous parle. Tu vois, voilà. Et en qui plus, était à cette époque-là juste un gestionnaire, voilà. Pas vraiment un politique. Oui, parce qu'après, il y a aussi eu la fameuse loi hôpital, patient, santé, territoire, qui a décidé de mettre en place des gestionnaires. Ce sont des gestionnaires qui gèrent les hôpitaux. Cette loi a été portée par Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot. Le nom, ça vous dit quelque chose? La ministre de la Culture. Voilà, le message du changement de gouvernement, il est fort là, vous le sentez bien? Vous voyez, c'est pas totalement un hasard ce qui s'est passé. Et donc concrètement, c'est quoi les... Alors la loi qui est portée par Roselyne Bachelot, en fait, en tout premier, elle vise ce qu'on appelle une nouvelle gouvernance à l'hôpital. Ça avait déjà commencé avant. Gouvernance, déjà, c'est un mot à la vie. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, les hôpitaux, ils étaient gérés à parité, si on peut dire, par des administratifs, gestionnaires, et par la communauté médicale de l'hôpital. Et en fait, ils ont éjecté les médecins. Ça s'est passé comme ça. Il n'y a plus qu'un seul chef. C'est le directeur, un directeur administratif, avec des parcours professionnels qui sont assez étonnants quelquefois. Il y a beaucoup de gens qui viennent du privé, du management, des grosses entreprises, etc. Donc ils se retrouvent à la direction des hôpitaux. Et donc en fait le gros virage, c'est qu'avant c'était un prix de journée, c'est-à-dire que quand une personne séjournait, on donnait tant d'argent pour le séjour de cette personne. Et le gros virage, c'est à partir de maintenant, c'est une tarification à l'activité. C'est ça que ça veut dire T2A. En fait, c'est TAA, tarification à l'activité. Vous avez peut-être entendu parler, parce que du coup, maintenant, on en entend un petit peu dans les médias. C'est ce qui expliquerait en fait le fait qu'on a de... Parce qu'en fait, si on a été confiné, est-ce qu'il y en a qui ont compris pourquoi on a été confiné? Il n'y avait pas de place à l'hôpital. Il n'y avait pas de place en réa. On risquait de ne pas avoir suffisamment de place en réanimation, parce qu'en fait, tout ce système dont on vient de vous parler, cette déconstruction, cette destruction de l'hôpital et du service public, bah, ça aboutit à la destruction de 70 000 lits en 10 ans. Donc évidemment, ça devient beaucoup plus difficile d'accueillir les gens, sachant que dans le même temps, la population est passée de 50 millions à 65 millions, je crois qu'on en est actuellement, avec un vieillissement, avec maintenant des pathologies qui deviennent chroniques parce que les gens n'en meurent plus. Ce qui est un peu embêtant en fait pour ces administratifs-là, que les gens ne meurent pas de leur première maladie. Maintenant, ils se retrouvent vivants avec plein de maladies différentes, c'est compliqué à prendre en charge.
Alors, juste avant de terminer, parce que je ne sais plus qui a évoqué le fait que, je pense qu'il avait fumé, mais quand Macron dit qu'il a compris que la santé, c'est le discours du 12 mars, que la santé ne peut pas être confiée au marché, voilà, là l'épidémie, on en est un petit peu sorti, en tout cas pour l'instant, mais l'objectif de continuer à fermer des lits et à supprimer des postes, eh ben, il est toujours là. Il y a un certain nombre d'agences régionales de santé qui continuent à avancer sur les fermetures de lits et fermetures. Ils sont repartis direct en fait. Voilà. Hein, il faut savoir que dès que ça a été fini, on a tous un petit peu parlé du monde d'après, on a tous peut-être un petit peu rêvé. Moi j'ai rêvé. Moi j'avoue que j'ai rêvé. Mais je suis tombée direct quoi. À la fin, ça a été immédiat. On avait dédoublé nos chambres doubles. On n'avait plus qu'un seul patient par chambre. Et ça a été tout de suite la guerre pour qu'on en remette 2 par chambre, etc. Enfin bon, c'est voilà, le monde d'après. Si vous en avez rêvé, je suis désolée. En tout cas pour l'hôpital. Voilà. C'est encore... Ça sera oui plus tard. Ça sera pour Après. Keynes avait dit qu'il faut euthanasier les rentiers. Je pense qu'il faut euthanasier les gestionnaires. Et le deuxième tableau, c'est les injonctions contradictoires, les mensonges. C'est comment j'ai compris que c'était du pipeau. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc ça, c'est arrivé assez tard. Donc, pendant un temps, on nous a dit que c'était de la merde, donc il ne fallait pas le mettre. Après, on nous a dit qu'il fallait le mettre. Alors, après, on nous a dit qu'il ne fallait pas le mettre. Après, on nous a dit qu'il fallait le mettre. Donc, il n'y en avait pas. Donc, après, il fallait aller dans les pharmacies, il fallait les commander. Et c'était le premier qui arrivait le matin, il pouvait éventuellement en commander. Il ne savait pas du tout si c'était en tissu ou en papier. Et en tissu, en fait, ils étaient trop épais, ils étaient faits par des super nanas couturières qui ont fait des trucs, et puis finalement, c'était pas les bons, il fallait mettre ceux-là. Voilà, donc c'est de ça que va parler ce deuxième tableau, un peu. Et, ouais, ça, le concours burlesque, un peu tragique, mais burlesque. Moi, il y a 2 choses. Moi, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est mon esprit. Moi, le soir où ils nous disent vous ne pouvez pas sortir à plus de 1000 mètres de chez vous pendant 60 minutes, Roland McDan, la boîte de haricots périmée à minuit. Qu'est-ce qui se passe dans la boîte à minuit 1 ? Et qu'est-ce qui se passe dans la rue à 1000 mètres et 1 ? J'ai le mur de virus qui va me sauter dessus. Pendant 59 minutes, ils ne voient rien, ils sont comme ça, les virus, et au bout de 60 minutes, il y en a un, il est dehors, il a fait 1 mètre de trop. Mais immédiatement, j'ai ça, j'explose de rire devant ma télé. Pourquoi pas 737 mètres 50 pendant 27 minutes et 39 secondes. Enfin, quel expert a pondu ça? C'est 3% du PIB, quoi. Il y a forcément un expert qui a pondu ces chiffres, mais c'est... Je vois Roland McDan, quoi, vraiment, je vois la boîte de haricots avec les virus dedans. Donc ça, déjà, je trouve ça énorme. Donc ça, en tant que burlesque, c'est pas mal. Et du coup, ça aide pas vraiment à y croire. Et puis alors, moi j'ai repéré, j'étais de temps en temps devant la télé, moi j'ai repéré un super vilain citoyen. J'ai repéré un salopard, mais vraiment un salopard, qui n'a jamais respecté le confinement. Je ne sais pas si vous l'avez repéré. Tous les soirs, Macron, il était dans une ville différente, il a fait les pompiers, les hôpitaux, les flics, les infirmières. Il allait voir tout le monde dans une ville différente 2 fois par jour. En plein confinement, quand il nous dit de rester chez nous quand même. C'est le premier vecteur du virus, avec tout son staff, la sécurité. J'espère qu'ils sont clean là-dedans, parce que... Voilà. Il était allé à Mulhouse... Ah oui, tiens, oui, Oui. il va à l'endroit le pire. On fait le maximum. Je vous avais remarqué qu'il va à l'hôpital militaire, pas à l'hôpital public. Alors moi, mes épisodes burlesques, c'est autour du vélo. Les premiers jours, je ne suis pas complètement rassuré parce que je suis à risque avec les critères. Puis je suis en Seine-Saint-Denis, donc on dit qu'en Seine-Saint-Denis, c'est le département le pire. C'est pareil, d'ailleurs, il n'y a pas plus d'atteinte du virus, mais le nombre de places en réa par rapport au nombre d'habitants est le plus faible, je pense, de tous les départements en Seine-Saint-Denis. Bref, donc je fais un peu attention à ce que je fais, puis je me dis, mais j'ai envie de faire de l'exercice physique, j'ai mon vélo, je vais partir en vélo. Et là, il y a des gens qui me disent, ouais, mais tu sais, le vélo, c'est pas très... Je dis, attends, le vélo, gestes barrières, distanciation sociale. Il me dit, non, il peut y avoir un mec devant, il crache un peu, toi tu te prends le crachat en pleine gueule, etc. C'est quand même dangereux. Bon, quand même, j'y vais.
Et j'ai fait plusieurs fois des tours à vélo, je passais devant le commissariat avec ma bouche, et un jour je me fais arrêter par une fliquesse, voilà, et elle m'interroge comme ça, tu vois, voilà. Je rentre chez moi et je me dis, mais le seul moment où j'ai risqué quelque chose, en fait c'était devant le commissariat, c'était quand même un peu paradoxal. Et puis il y a une rumeur qui commence à courir, comme quoi dans la case exercice physique, c'est juste la marche à pied et la course, et le vélo non, c'est interdit. Alors du coup je me dis, mais c'est interdit, c'est autorisé, et un jour je croise une patrouille de police, et je leur dis, bah, je vais leur poser la question. Alors je leur demande, là ils sont vachement emmerdés, ils me disent, nous non plus on ne sait pas en fait, voilà. On ne sait pas, mais on a trouvé un truc. Vous savez, il y a une autre case, c'est pour faire ses courses, et ben vous partez en vélo avec un sac à provisions et il n'y aura aucun problème. Heureusement que les flics étaient là pour me rassurer sur ce que je voulais faire. Alors, moi, il y a un personnage que je vais beaucoup regretter avec le remaniement. C'était notre porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui était quand même un sketch à elle toute seule. C'était vraiment... bon, le sketch qui, moi, m'a fait vraiment le plus rigoler, c'est... moi, j'ai 3 enfants, donc... l'école à la maison, donc tous les matins, faire ce que disent les enseignants et tout, essayer de faire en sorte que ça gêne pas quand mon conjoint est en réunion, en télétravail, machin, et puis quand même avoir aussi des moments où moi je peux faire des choses. Voilà, et donc c'est toute une gestion, et je sais que, je vois le travail que les enseignants font pour gérer à distance les élèves, appeler pour savoir si tout va bien, faire attention aux familles où c'est le plus fragile. Voilà, il y a quelques enfants qui sont un peu dans des situations limites de danger aussi, enfin, je veux dire, les enfants confinés qui étaient dans des familles un peu maltraitantes. Je sais que les enseignants, enfin, je sais que les enseignants étaient particulièrement vigilants en lien avec les services sociaux. Enfin bon, il y a tout ça. Puis j'ai des amis instit et des amis profs, et tous ils me racontent les journées de fous qu'ils sont en train de faire, quoi. Et là arrive la saison des fraises. Alors, du fait du confinement, de la fermeture des frontières, nous n'avons pas des étrangers pour venir cueillir nos fraises. Nous n'avons pas la main-d'œuvre étrangère, celle qu'on veut bien laisser passer la Méditerranée. Et donc là, Sibeth Ndiaye dit comment on va faire pour les fraises. Donc on va essayer de trouver des gens qui sont disponibles. Elle dit, bon, évidemment, on ne va pas faire n'importe quoi. Elle dit, on ne va pas demander aux profs qui ne travaillent pas d'aller cueillir les fraises. Et là, je me dis, elle est folle. Là, je me dis, elle veut vraiment que la violence... Parce que, et en fait, ça a été le début de plein de choses qui se sont perlées, où à la fin, tous mes amis, l'instit de mon fils, qui est vraiment la personne la plus, je sais pas comment dire, qui suit le mieux les consignes, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a à cœur de faire tout comme il faut, qui a suivi tous les protocoles et tout. Et quand tout le monde a repris l'école là, le 22 juin, mon fils est revenu en disant, la maîtresse, elle a pleuré aujourd'hui. Et vraiment, ça, c'est un truc que j'aurais pas cru, quoi. Tu sais, je crois. Oui, c'est toi. Bon, ben voilà. Alors, moi, je viens de Genève, je viens de Suisse, donc les choses sont très pareilles et très différentes. Donc, on a eu un semi-confinement, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le confinement, c'est-à-dire qu'on avait le droit d'aller et venir. On n'était pas obligé de rester à la maison. Mais en revanche, le reste, c'était pareil, c'est-à-dire que tout était fermé, les écoles, etc. La même chose. Alors, j'ai des anecdotes burlesques. J'en ai 2, 3. Une sur les masques. Donc nous c'est pareil, en fait il y a beaucoup de similitudes. Donc en Suisse pareil, il n'y avait pas de masque, donc le masque ne servait à rien. Puis tout d'un coup il y a eu des masques et il fallait... Enfin, non, c'est plus compliqué que ça, je vous expliquerai après. Mais enfin bref, il y a eu des masques mais on n'était toujours pas obligé de les porter. Donc on a quand même eu un truc beaucoup plus léger. Ils viennent de nous demander de porter les masques dans les transports publics au tout début du mois de juillet, alors qu'il n'y a plus aucun cas. Mais on s'est fait toute la période sans masque. Et alors que je suis allée en France pendant le confinement, j'étais hyper étonnée de voir des masques. Du coup, parce que moi j'en avais pas. J'ai voyagé en TGV, donc tout le monde était masqué, c'était hyper lourd. Il y avait un contrôleur qui disait au micro toutes les heures qu'on était amendable à 135 € si on n'avait pas notre masque, terrifié comme ça. Et ensuite, je suis retournée à Genève en TGV, donc avec des Français, et je les ai observés quand ils ont passé la douane
de la Suisse, quoi. Et ils arrivent dans la gare, ils ont tous les masques comme ça, et ils restent bloqués, quoi. Ils regardent les gens sans masque comme ça, et ils n'osent pas l'enlever. Je vois bien qu'ils sont là, ah mais je peux l'enlever, mais non quand même, j'ai pas le droit moi. Enfin, bon, voilà, ça c'était une des anecdotes. Une autre anecdote burlesque, c'est qu'en Suisse, le 15 mai, on avait à peu près le même calendrier, on a réouvert les écoles primaires, mais ils ont réouvert également les discothèques. Alors, en fait, on a tous les gestes barrières, on ne peut pas être plus de 2 dans une salle. Moi, j'ai fait des soutenances avec des élèves parce que je suis prof sur WhatsApp, parce qu'on n'avait pas le droit d'être plus que 3. On n'avait pas le droit d'être 3 dans une salle de classe après le 8 juin. Mais par contre, le 15 mai, ils ont ouvert les discothèques. Donc voilà, là ils sont en train de tracer un peu les gens de la discothèque parce que c'est en train de repartir dans les discothèques. Et puis si j'ai encore un peu de temps, la dernière anecdote, en Suisse on n'avait pas le droit de manifester, on n'a toujours pas le droit de manifester. Et donc certains ont inventé une manière de manifester qui était de faire un carré de 2 mètres sur 2 avec du scotch et de se mettre à l'intérieur, de respecter les distances sanitaires pour manifester. Et donc j'ai des copains qui ont fait ça. Donc il y avait des manifestants comme ça éparpillés avec leur carré. Les flics sont arrivés très calmement, très gentiment, pas de problème. Ils ont dit vos papiers s'il vous plaît, ils ont donné leurs papiers, ils ont dit merci, on va dire courtois. Et le lendemain, enfin la semaine, ils se sont pris des amendes entre 600 et 800 euros. Et il n'y avait pas de sommation. Il n'y a pas eu de sommation, il n'y a pas eu, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien dégager de votre carré. Il n'y a pas eu de sommation, il n'y a eu aucun avertissement et donc pas de motif. Enfin, je ne sais pas, le motif c'était. Là, les mesures sanitaires, elles étaient respectées. Donc le motif c'était peut-être l'interdiction de manifester. Enfin, voilà. C'est-à-dire que là, les élections tombaient en plein dedans, quoi. Et comme j'étais sur une liste, je reçois ma lettre comme quoi j'étais assesseur. Donc je devais me présenter à telle heure au bureau de vote pour organiser le truc, quoi. Et d'abord, la première personne que je rencontre, c'est la députée du coin. Et puis moi, j'arrive décontractée et puis j'y fais « Bonjour !» L'enfant. Et elle avait l'air tellement sérieuse, je fais « Ah, pardon !» Et puis « Allez, on check !» Et elle n'a pas trouvé ça beau du tout, quoi. Elle n'a pas trouvé ça beau du tout. Et là, alors j'arrive dans le bureau. Et puis le responsable du bureau de vote, et c'était à Toubib, était très décontracté, donc on avait le petit gel, tout ça. Et puis tout d'un coup, il s'adresse aux filles, puis il dit « Bon, bah maintenant, il va falloir désinfecter les tables. » Alors moi, je suis allée chercher le bidon, je lui ai dit « Bah tenez !» Voilà. Et puis, je suis venue me rasseoir, en fait. Et puis, à ce moment-là, il fallait que moi, mon rôle, moi, c'était de prendre les cartes d'identité, quoi. Mais j'avais pas le droit de les toucher. Alors, c'est un peu emmerdant pour voir, parce que les autres, ils me les tendaient. Donc sur le protocole, on s'organise sur le protocole. Donc, les crayons, bah, c'est pareil, il fallait qu'ils viennent avec leurs crayons. Mais comme les gens ne savaient pas, et ben moi je leur filais mon crayon, mais il n'était pas désinfecté. Après je le prenais, ma copine d'à côté le prenait pour le passer. Voilà quoi. Et puis d'entrée, de toute façon, les gens te présentent ta carte, enfin tu prends la carte. Hein. Et là finalement on a eu très très peu de monde à venir. Les gens qui sont venus, c'était surtout des gens d'un certain âge. Les jeunes ne sont pas venus, quoi. Et l'injonction quand même était quand même assez intéressante, puisque c'était « restez chez vous, allez voter ». Voilà. Moi je fais la note belge, parce que nous aussi on a tout un épisode, enfin une série même Netflix sur les masques. On a eu aussi, évidemment, on a détruit les stocks il y a 2 ans parce qu'ils étaient pourris et pas renouvelés par la ministre de la Santé. Alors nous, c'est un tel melting pot institutionnel, on a 9 ministres de la Santé. Et donc évidemment, ils se refilent la balle. Et pendant tout le confinement, les 9 se sont réunis pour savoir qui allait s'occuper des masques. Et après 2 mois, ils ont décidé que ça allait aller... comme avec plein de logique, vers le ministère de la Défense. Et donc le ministre de la Défense, des Affaires étrangères et de la Défense,
à passer un marché public. Bon, alors chez nous, c'est très compliqué aussi, hein, passer un marché public. Ça a mis à peu près 3 semaines pour passer le marché. Alors, on l'a passé, c'est la société qui a gagné ce marché était au Luxembourg, hein, comme si on n'avait pas de société capable de fournir les masques en Belgique. Bah si, on en avait, mais non, on a sous-traité au Luxembourg. Le Luxembourg a mis, au-delà du temps imparti, plus de 3 semaines. Donc on se retrouve là à peu près à la mi-juin. Et finalement, les masques arrivent dans les pharmacies. Donc on avait droit à 2 masques par personne. Alors, ce qui fait, c'est que quand même, quand ils sont arrivés dans les pharmacies, les pharmaciens ont regardé et ils ont vu qu'en fait, les masques, ils ne pouvaient pas être lavables à plus de 30 degrés. Alors que les consignes nous disent depuis le début, il faut que ce soit lavé à minimum 60 degrés, sinon ça ne va pas. Alors mon compagnon, qui est quand même gentil, a été en chercher à la pharmacie pour moi, il me l'a ramené. Moi j'aurais pu faire 2 tours de moi-même avec le masque tellement ils étaient grands. Et comme on ne manque pas d'humour quand même en Belgique, on s'est proposé de détenir le stock des masques pour l'Union européenne. Comptez sur nous les gars. Une petite note d'espoir. Tu vas? Plus personne? Bon, donc nous, quelques savoirs froids par rapport aux mensonges, aux injonctions contradictoires, etc. On s'est bien marré, mais on est assez d'accord que derrière, c'est pas franchement hilarant ce qui se passe, puisqu'en fait, il faut voir qu'on s'est fait manipuler, et en gros, plus les ficelles étaient grosses, plus la manipulation marchait. Alors la manipulation des esprits, il y en a qui appellent ça la propagande aussi, ou la fabrication du consentement. C'était le titre d'un bouquin de Noam Chomsky et de Herman en 1988. Alors le terme propagande, en fait, il a été inventé en 1622. C'était un pape, il y avait un pape à l'époque, en général il y a des papes, et donc il a créé la congrégation Propaganda Fide, pour propager la foi. Alors je trouve que c'est pas inintéressant de constater qu'il y a toujours eu un lien entre la propagande et les systèmes de croyance. Puis c'est assez marrant de penser que c'est la même racine, propager, parce que le virus il se propageait, et la propagande finalement. Et alors la propagande moderne, par contre, on considère un peu qu'elle est apparue à peu près 3 siècles après, d'ailleurs, et que l'inventeur de la propagande moderne, ce serait Édouard Bernays, qui était le neveu de Freud, et qui a publié un bouquin qui s'appelle, dont le titre est Propaganda. Il y a des gens qui disent, en plus, le sous-titre, c'est Comment manipuler l'opinion publique en démocratie. Alors ils se disent, il est quand même cynique, le mec. Alors c'est le sous-titre de l'édition actuelle, il est réédité par un éditeur alternatif. Voilà. Non, c'est pas lui qui l'avait titré comme ça quand même. Alors Bernays, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on a un problème, c'est que, en fait, il y a une élite intelligente, et puis les masses sont cons, en gros. Et le problème, c'est que les gens tiennent à la démocratie maintenant, et on est bien dans la merde, parce qu'il faudrait que ce soit toujours les élites intelligentes qui gouvernent. Et il dit à ces élites, il leur dit, vous inquiétez pas, parce que moi je vous ai inventé des procédés qui vont faire en sorte que les gens vont croire que c'est eux qui dirigent, mais en fait ça sera toujours vous derrière. Son premier titre de gloire à Bernays, c'est qu'il participe à la commission Krill, c'est la commission qui est mise en place aux États-Unis pendant la guerre de 14-18, parce que l'opinion publique est hostile complètement à l'entrée en guerre, le gouvernement veut l'entrée en guerre, et en 1 an, ils vont arriver à faire basculer l'opinion publique et à faire qu'elle soit favorable à l'entrée en guerre. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, en me penchant un peu là-dessus, j'ai constaté en fait que la propagande, c'est toujours lié à la guerre, presque. Il y a la commission Krill, mais après, dans les années 30, le premier qui fait un ministère de la propagande, c'est Mussolini. Goebbels est fan de Bernays, et en France, en 1938, il y a aussi un ministère de la propagande qui est créé. Voilà, donc là encore une forte conjonction avec la préparation de la guerre. Et puis plus près de nous, j'allais dire par exemple l'entrée en guerre en Irak, qui se fait grâce à un super mensonge qui est l'histoire de l'invention des armes de destruction massive. C'est une très grosse opération de propagande aussi. Donc il y a toujours un lien avec la guerre. Alors pourquoi? Parce que dans la propagande, il faut toujours désigner un ennemi et dire qu'il est particulièrement menaçant. Et là, on a eu le Covid qui était un terrible ennemi quand même. Il faut toujours
recourir au mensonge, enfin voilà, parce que, enfin toujours, en tout cas souvent. Et puis il faut toujours désigner comme traîtres ceux qui ne sont pas dans le discours convenu, ceux qui ne sont pas dans la rhétorique, et c'est aussi ce qui s'est passé là de manière très forte. Donc je pense que c'est pas pour rien si Macron, au moment où il lance son opération de propagande, c'est avec la métaphore guerrière, nous sommes en guerre, parce que ça va autoriser tout et n'importe quoi. Alors, pour la suite, disons un peu de contradiction, ou du moins de questions. C'est-à-dire qu'en fait, la propagande, normalement, ça vise un but. C'est-à-dire ça peut être une propagande pour vendre un produit, pour faire entrer un pays en guerre, mais disons qu'il y a une intention et une propagande pour arriver à un but. Et donc dans le cas du Covid, c'est compliqué. En fait, on s'est posé pas mal de questions, mais en fait, ouais, ok, manipulation, propagande, les chiffres, toutes les techniques pour effrayer, enfin tout est là, mais en fait le but. Et là, ça devient un petit peu plus flou et contradictoire. Et c'est assez intéressant de se poser des questions à ce niveau-là. En fait, dans quel but ? Et donc, comme on parlait de Macron, moi j'ai dit, bah oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait des autres pays ? Enfin, il y a la Belgique, peut-être qu'on en parlera, mais par exemple, nous, en Suisse, on n'a pas de héros, hein, on n'a pas de personnification du pouvoir. Alors, on a sorti un gars qui était à la santé, qui est devenu une espèce de star. Pour le moment, il fallait quelqu'un qui personnifie la guerre, hein, qui soit chef de guerre. Donc, on en a sorti un qui a été adulé par les foules. Il avait dit, on va faire le plus vite qu'on peut, mais le plus lentement qu'on doit. Et donc les gens trouvaient ça tellement génial qu'on a imprimé des t-shirts avec la photo de Alain Berset et puis sa citation dans le dos. Les t-shirts se sont vendus comme des petits pains. Donc voilà, personnification du pouvoir. Alors on se dit, bon, c'est Macron qui manipule, c'est Alain Berset qui manipule. Puis en fait, on se dit qui manipule qui et pourquoi. Puis en fait, quand on se dit, ben voilà, la manipulation, elle a été dans tous les pays. Donc tous les continents, Afrique, Inde, Europe, enfin tout le monde. Et donc là, ça donne un peu le vertige parce qu'on se dit, ok, mais qui, pourquoi Enfin, ça a été absurde. Et puis alors les dégâts, des millions de morts de faim en Inde, enfin des trucs comme ça, on se dit, donc là, ça part d'où, quoi. Et moi, j'ai vu une hypothèse, en fait, j'ai dit, mais peut-être que c'est une question que, d'abord, il n'y a pas de complot. Il y a simplement une panique, donc un système qui est dépassé. Et pour la première fois, on assiste à un truc au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on a une crise mondiale, et puis en fait, la réponse est mondiale. C'est-à-dire que malgré les différences, que ce soit en Inde ou en France, tout à coup, la réponse, grosso modo, elle est la même. Et alors, une crise mondiale, une réponse mondiale, une manipulation mondiale, mais sans intention, enfin pour moi je pense qu'il s'était simplement dépassé. Et puis l'hypothèse était de se dire, bon bah peut-être qu'on est à l'époque des protocoles. Tout est protocolisé. On en a beaucoup parlé dans certaines confs, tout est protocolisé, donc si on est malade, il y a un protocole. Donc là, il n'y avait pas de protocole, puisqu'ils avaient effectivement détruit les masques. Donc, dans tous les pays, ça c'est marrant en fait, il n'y a pas qu'en France qu'ils ont détruit, en Belgique et en Suisse, on a aussi détruit notre stock de masques. Donc tout ce qui était prévu au cas de pandémie n'était plus valable, et donc pour moi, ils ont, c'est personnel, hein, appliqué un protocole, et ils se sont copiés les uns les autres. Moi, ça m'a beaucoup frappé quand Macron a annoncé le confinement, paf, 24 heures après, la Suisse annonçait un semi-confinement, mais dans le même calendrier. Donc il y a une impression de bricolage, de mimétisme, et d'une espèce de protocole qui se serait refilé les uns les autres, et puis si eux ils font ça, nous on est obligés de le faire aussi. Donc un truc qui devient effectivement super effrayant, parce que mondial, parce qu'absurde, parce que violent, parce que générant plein de morts, et une crise économique dont on n'a même pas vu le début, mais peut-être que c'est pas une question de complot mondial, quoi. C'est peut-être simplement, on est à l'époque des protocoles, et du coup on applique un protocole et ça dérape un peu à droite à gauche, quoi. Voilà. Et puis moi j'ai envie de piquer mon coup de gueule quand même, parce que comme d'habitude j'ai entendu c'est la faute aux médias, c'est la faute aux médias. Il y en a ras-le-bol. C'est la faute aux médias. C'est la faute aux médias. Parce que en fait j'étais un peu critique, mais en fait la dernière séquence ça m'a carrément réconcilié avec mon métier. Parce qu'on a bien fait le boulot, franchement. Non, c'est vrai. Franchement, on a bien fait le boulot. C'est vrai, moi j'étais un peu critique et puis j'en étais venu
ceux qui connaissent ma conf, depuis 10-15 ans à dire non mais le journaliste mainstream c'est fini, il faut du journaliste participatif, c'est aux citoyens de devenir enquêteurs. Et du coup mes collègues me disaient non mais ça va pas, tu brades le métier, quand même n'importe qui peut pas être journaliste, c'est un vrai métier, il faut des années d'études pour faire ça, etc. C'est pas à la portée du premier venu quoi, ou de la première venue. Et finalement j'ai bien réfléchi et je suis d'accord avec eux. Mais non, il faut des années d'études, si vous voulez, pour pouvoir sortir tous les soirs. Lavez-vous les mains et respectez les gestes barrières. Enfin, voilà. Non, il ne faut pas des années d'études pour ça. Il faut des années d'études, je sais pas, pour inviter chaque soir un expert sous prétexte que le mec s'est autoproclamé expert et qu'il exerce une vaste responsabilité dans la santé, quoi. Enfin, voilà. Il faut des années d'études pour inviter un expert qui dit blanc un jour, le lendemain qui dit noir, et dire dans tous les deux cas c'est la vérité, vous inquiétez pas. Enfin, voilà. Il faut des années d'études pour traquer le complotisme. Parce que ça a été un gros boulot des médias pendant la crise. Il y en a plein qui ont dit, ben oui, il y avait deux virus en fait. Il y avait le Covid, mais il y avait le deuxième virus qui était celui du complotisme. Et qui était grave. Hein. Et ils ont traqué ça. Bravo les mecs. Par exemple, ils ont titré « Un tiers des Français considère que l'industrie pharmaceutique, que le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour nous dissimuler la vérité sur la nocivité des vaccins. » Vous voyez la phrase déjà, hein, ça c'est la phrase des sondages, hein, parce que tu as la complicité, tu as la dissimulation et tu as la nocivité des vaccins. Donc si tu réponds oui ou non, tu ne sais pas en gros à quoi tu réponds oui ou non. Et puis surtout, ils ont tous titré « Un tiers des Français », c'était vachement inquiétant, c'est terrible, ils deviennent de plus en plus complotistes. En fait, il y a 2 ans, je ne sais pas s'il faut se réjouir ou se désoler de l'évolution, mais il y en avait 55%. Mais ils ne vont pas titrer « Merde, le complotisme est en baisse ». Voilà. Et puis quand même, il faut des années d'études pour avoir aligné tous les soirs des chiffres en reprenant ceux de Salomon, voilà, sans jamais les contextualiser, sans jamais les comparer à d'autres maladies. C'est du boulot, ça, merde quand même. Hein. Oui, c'est du boulot. Et il faut des années d'études. Alors moi je vais donner la palme à France Info quand même, parce que là il faut vraiment réfléchir. Qui donc le jour où en France il y a eu le seuil fatidique des 10 000 morts qui a été franchi, et France Info a dit le seuil fatidique des 10 000 morts a été franchi, un chiffre jamais atteint depuis le début de l'épidémie. France Info a quand même réussi à nous convaincre que la résurrection, ça n'existe pas. Alors moi, j'ai une pensée pour toutes celles et ceux parmi vous qui depuis le début se disent « Waouh, mais ici il n'y a que des gens qui ont compris tout de suite, qui se sont pas laissés avoir, etc. » Ben, je voudrais les rassurer parce que moi, par contre, j'étais plutôt du genre très discipliné au début, ne sachant pas vraiment ce qui se passait. On a même partagé une anecdote avec Philippe. Moi, c'est quand on regardait des séries, j'ai regardé beaucoup de séries sur Netflix et autres, et quand je regardais des séries, à un moment, je voyais des gens qui se serraient la main, qui toussaient pas dans leur coude, et je disais putain, mais c'est pas. Avant de me souvenir que c'était qu'un film, et qu'en plus il avait été tourné avant le coronavirus. Voilà, pour vous dire le niveau d'intériorisation quand même des règles, quoi. Et puis, donc, voilà, il y a un cas où ça a commencé un peu à être compliqué. Moi j'étais confiné chez mes parents parce que je trouve que j'habitais chez mes parents déjà avant le confinement, de façon provisoire, un peu longue mais provisoire quand même. Et en fait la question s'est posée, est-ce que je me confine avec mon amoureuse ou pas? Et on a décidé que non, parce qu'on n'habitait pas ensemble, on ne savait pas comment ça pouvait agir sur notre système d'être confiné, c'était complètement inédit, donc on s'est confiné chacun de son côté. Et voilà, en gens bien disciplinés, ça s'est bien passé, on a bien vécu. Puis au bout de 15 jours, ça a commencé à être un petit peu pénible, un peu lourd. Et là, on s'est dit, bon, 15 jours quand même, c'est bon, quoi, c'est le temps d'incubation, il n'y a plus aucun risque, personne ne l'avait eu dans nos foyers respectifs. Et on s'est dit, bon, allez, on va quand même maintenant faire la suite de notre confinement ensemble au même endroit. Et en fait, ça m'a surpris, mais mes parents l'ont pas très bien pris. Mes parents et ma petite sœur, qui habitent aussi à la maison, en fait, étaient beaucoup plus inquiets que moi et je ne m'en étais pas rendu compte. Et du coup, alors il se trouve que oui, moi, mon beau-père, il est personne à risque, hein, puisqu'il est cardiaque et asthmatique. Et donc, en fait, j'ai compris que le débat portait sur le risque.
Moi j'étais pour, en fait en gros il faut calculer le risque acceptable, ce qui n'est pas facile à faire, mais il y aura toujours un risque, et tant qu'on est en dessous du risque acceptable c'est bon. Et eux étaient plutôt sur le risque zéro. Parce que, bah oui, le risque acceptable, ça veut dire qu'il y a quand même X% de chances que tu le chopes, et si tu le chopes, tu meurs quand t'es personne. Enfin, même pas forcément, mais voilà, courir le risque ou pas, c'était ça le sujet qui nous occupait. Et puis, bon, on a fini par tomber quand même d'accord. On a fini, j'ai pu me confiner avec mon amoureuse, et le dernier point de l'anecdote que je voulais vous raconter, c'était que dans le même temps, je tombe sur un article de la presse quotidienne régionale, via Facebook, et c'était les perles des excuses les plus farfelues servies par des gens qui s'étaient fait piquer par les flics à plus de 1 kilomètre de chez eux. Et il y a toute une liste, il y en a un qui a dit ça, l'autre il pourrait t'en faire des courses, il a même pas de sac, donc ça va être bon, des trucs comme ça. Mais le pire, le truc le plus drôle vraiment, c'est quelqu'un qui a dit « rejoindre mon amoureuse ». Et là j'ai piqué une colère, parce que je me dis « putain, même ça quoi ». Même ça, ils vont réussir à faire croire que c'est un truc futile, dérisoire, l'amour, quoi. Genre, il y a des gens qui sont amoureux alors qu'il y a des gens qui meurent, quoi. Non, c'est irrésistible. Et donc là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et alors, ça a soulevé une dernière réflexion que j'avais pas du tout eu depuis le début, mais c'est... Je sais pas si vous avez remarqué à quel point tout s'est normalisé autour d'un truc... normal, c'est la famille mononucléaire, quoi, genre un papa et une maman, on était presque revenus à ça. Alors ça va, ça vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais tout le reste n'existe pas. Et donc, mettons, vous êtes, je sais pas, vous êtes un couple à plus de 2 personnes, ça arrive, de façon officielle ou pas, vous avez un amant, une maîtresse, plusieurs, enfin peu importe. Je sais pas, vous avez gardé des liens forts avec votre ex-conjoint-conjointe. Alors, oui, vous êtes célibataire aussi, c'est un truc ça... non, t'es célibataire, bah tant pis, fallait y réfléchir avant, quoi. Donc, tu sais qu'ils restent chez eux comme ça. Voilà, bon, Tinder leur a dit, vous avez encore le droit de parler, mais vous n'avez pas le droit de vous voir, quoi. Voilà, l'amour dans le Covid, je pense que c'est un truc il faut y penser, parce que là, vraiment, ils y sont allés un peu trop fort, à mon goût. Merci beaucoup. Moi, je vais rejoindre Philippe. Moi, je voudrais remercier les gens qui ont pris soin de nous, qui ont été à l'écoute de notre santé, etc. Sur les préfets. On va pas assez parler des préfets. Mais moi, je l'ai réalisé parce que grâce à la conf d'Anto, je me suis remis à regarder le Tour de France. Alors, comme je regarde le Tour de France, je bois du Ricard maintenant. D'accord ? Et avant le confinement, si tu veux, à un moment, j'ai plus de Ricard. Alors je me dis, donc je vais à Carrefour, j'arrive dans le rayon des alcools, putain, c'est fermé. Ils ont tout est bâché. Alors il y a un mot, c'est un arrêté préfectoral. Le préfet, il a décidé que pour notre santé, si tu veux, parce que les gens, si tu veux, ils prenaient des apéros entre eux sur les balcons et tout, donc... je me suis dit, putain, les préfets, ils sont... chapeau, les préfets. Alors je commençais à m'intéresser aux préfets. Il y en a des géniaux des préfets. Celui de Seine-et-Marne, il a remporté la palme. Celui de Seine-et-Marne, j'ai été longtemps en Seine-et-Marne, mon père habite toujours en Seine-et-Marne. Le préfet de Seine-et-Marne, dans l'espace d'une semaine, il prend 2 arrêtés. Le premier, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde pour aller travailler chez les maraîchers, puisque tout le monde est confiné, pour arracher les asperges. Il y a une idée géniale, le préfet de Seine-et-Marne. Il autorise à sortir les migrants des camps de rétention pour aller arracher les asperges. C'est pas chouette? Ouais, tu vois. De la chance. Et puis, 3 jours après, il en fait un autre génial. Il va aller contacter les associations de chasse et il autorise les associations de chasseurs à aller dans la forêt de Fontainebleau pour repérer les gens qui ne respectent pas le confinement. Il mandate les chasseurs pour aller. Ouais, c'est débiliste. Ils sont sympas, les préfets. En même temps, je ne suis pas sûr qu'ils avaient vraiment besoin de faire ça parce que la mère de mes filles, elle bosse au tribunal. Et puis elle me dit, mais là, le confinement, il s'est passé un truc. Les lettres de dénonciation. Ils ont été submergés de lettres de dénonciation. Tu vois, il n'y a même pas besoin des flics. Les gens, ils te dénonçaient. Tu vois, mon voisin, machin, il s'appelle truc, il habite à tel endroit. Et puis il ne respecte pas le confinement. Il va chercher du pain 2 fois dans la journée.
C'est marrant, ça m'a rappelé une époque. Même si j'étais pas. Tu vas faire des trucs très bizarres. Ça fout les jetons. Ben oui, donc comme je vous ai dit, nous on nous avait interdit de porter des masques, on avait le droit de porter des masques en fait que si on avait des patients qui toussaient. Mais bon, moi c'est un peu mon métier, ça fait quelques années maintenant que je m'occupe de personnes âgées, je me dis en fait les gens fragiles c'est ceux qui sont dans les lits, c'est pas nous, on va pas l'attraper des patients. Par contre on va leur refiler puisque nous on va faire nos courses, on va chercher nos enfants à l'école, on a nos conjoints qui continuent à bosser, il y en a beaucoup qui continuent à bosser quand même. Et donc moi j'avais demandé aux gens de l'équipe de porter des masques, de ne pas tenir compte des instructions qui nous étaient venues de la direction. Et je ne me suis pas aperçue tout de suite parce que du coup il ne s'est rien passé dans la suite de ce que j'ai dit et au bout de 8 jours j'ai dû le redire. J'ai compris seulement après que ma cadre de santé, enfin ce qu'on appelait les infirmières-chefs autrefois, etc., recevait des instructions qui par contre ne m'étaient pas adressées à moi. Bien que chef de service, ça c'était uniquement destiné à elle et elle, en fait, elle gardait tous les masques dans son bureau et elle en délivrait le nombre qui était nécessaire par jour et par équipe en fonction des situations. C'est-à-dire qu'on pouvait même pas tricher. On n'avait jamais trop discuté, on s'entend bien au niveau professionnel, c'est quelqu'un que je respecte vraiment infiniment. Mais j'ai appris à cette occasion qu'en fait elle est d'une famille de militaires. Et du coup, ces histoires d'obéissance, d'à quel moment on s'autorise à désobéir, de quand est-ce qu'on se croit assez légitime et autorisé, enfin voilà, c'était un petit peu compliqué. La deuxième chose, c'est que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le point Godwin. Oui. Du coup, je suis allée voir un petit peu. Godwin, il n'a pas parlé de point Godwin, il a juste dit que si on prolongeait une discussion un petit peu conflictuelle pendant un certain temps, on finissait toujours par voir apparaître les nazis, etc. dans la conversation. On finissait toujours par y faire référence. Mais souvent, en fait, il y a des gens qui instrumentalisent cette histoire de point Godwin en disant que ceux qui utilisent cette comparaison aux nazis, en fait, c'est quand ils sont à court d'arguments et c'est pour stériliser le débat. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ça. En fait, moi, je suis assez souvent et assez vite au point Godwin quand on parle d'éthique, quand on parle de responsabilité de ses actes, etc. Moi, j'ai pas mal baigné dans c'est ce que je disais, le journal d'Anne Frank, Oradour-sur-Glane. Ça, c'est des choses qui me sont familières, dont j'ai entendu parler quand j'étais gamine. Enfin, je baigne un petit peu dedans. Et souvent, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je ferais, moi, dans cette situation? Et alors là, pendant le confinement, c'était tous les jours. Et X fois, en voyant la façon dont les gens réagissaient, j'ai eu souvent peur. J'ai eu quelques fois honte. Et souvent, j'ai repensé aux gens qui signaient les papiers, qui faisaient partir les trains sous Vichy. Et voilà, c'est comment j'ai vécu, moi, le confinement. Pour dire sur ce qu'a dit Julien, parce que moi j'ai commencé le confinement, j'étais célibataire quoi, et j'ai entendu parler de 2 mois sûrement, on parlait quand même très vite d'un temps assez long où on allait devoir être tout seul chez soi, moi je n'allais pas bosser, et très vite il s'est passé un truc en moi où je me suis dit mais j'ai pas du tout envie de vivre ça toute seule. Alors j'avais des potes autour, c'était pas ça, mais il y avait dans l'intime en fait, il y avait un truc de je veux un partenaire pour vivre ça. C'était assez étonnant. Alors ça faisait déjà quelques mois que j'avais relativisé mon rapport au site de rencontre, ça j'avais réglé le truc quand même depuis quelques mois, puisque quand même avec la conf on voit du monde, moi je tourne avec cette conf et tout, donc le truc de mais peut-être que tu rencontres pas assez de gens, non en fait je vois des milliers de gens et je rencontre personne, donc je vais sur les sites de rencontre et là confinement, site de rencontre c'est très bien, et alors là je construis un petit truc dans ma tête, je me dis ça va être super parce qu'on a 2 mois, les mecs se débourrinent, ils pensent avec leur bite, donc là on va avoir 2 mois, tu vois, j'y vais quoi, tu vois, on va avoir 2 mois pour discuter, pour échanger, là si je rencontre celui qui tire de moi, voilà, ça va être génial, et là on va échanger. Alors je fais quelques Johnson, tu vois, un petit peu, et puis je tombe sur Yann, très vite.
Et puis avec Yann, on accroche pas mal, et puis vraiment, on commence à s'échanger des SMS, beaucoup, tous les jours. On a le temps, hein. Lui, il bosse un peu encore, mais moi, j'ai le temps, donc on y va. Puis alors, des soirées entières, hein. On s'appelle et tout. Et puis, c'est les mecs hein, qui pensent avec... Mais moi, au bout de 10 jours, j'en peux plus. Non, mais... J'en peux plus. Moi, ce mec, je veux le voir, je veux le toucher, je veux le rencontrer, quoi. Et donc, un soir, ça recommence avec nos petits textos, et puis je lui dis, écoute, Yann, c'est simple, quoi. Soit on se voit, soit on arrête, quoi. Parce que moi, je vais pas tenir. Je vais pas tenir de moi. Et le mec me dit, bah j'arrive. Je fais parce que je faisais la maligne. Moi j'étais dans mon petit hameau. Il me dit, bah j'arrive. Alors j'étais avec mes copains, je fais comme si voilà, je dis rien parce que attends, ça fait 10 jours qu'on est confinés, hein, du coup on sait pas trop encore. Et puis bah voilà, Yann a débarqué et puis ça va faire 4 mois que c'est une jolie histoire. Je crois que c'était... Je crois que c'est chouette aussi, juste parce que c'était interdit. J'ai perdu mon chien, enfin mon chien est mort au mois de janvier. J'ai tenu 2 mois sans chien. Et je me suis dit, il me faut absolument un autre petit chien. Donc je suis allée chercher dans un élevage qui se trouve dans une ferme. Et j'ai choisi un chiot de 15 jours en me disant, génial, pour le 1er mai, je pourrais aller chercher. Donc il faut dire que dans ma coloc, tout le monde attendait le chien. Sauf que comme c'était le confinement, j'avais appelé 1 fois, 2 fois, le monsieur avait dit, bah non, on ne pouvait pas venir dans l'élevage, on ne sait pas comment on va faire. Et la veille, il nous appelle en disant, eh bien, finalement, j'ai solutionné le truc, on ne peut pas garder des chiots qui grandissent, donc je fais ma tournée. Et le monsieur en question avait dans des caisses en carton plein sa voiture, en fait, allait d'une maison à l'autre, faisait tout le département et plus loin, parce qu'il allait jusque Rennes et tout mon département, pour livrer les chiots à domicile. Et alors, quand mes jeunes qui habitent chez moi ont su que le chien arrivait, j'avais envoyé un texto à tout le monde. C'était pourtant le matin, elles sont toutes sorties en pyjama et on était tous dans la cour, toutes les 4, à attendre que la voiture arrive. Quoi. Voilà, et monsieur est arrivé, il avait son masque, il a fait « attendez, j'ai mon masque », tout ça. Il a sorti le chiot, il l'a posé sur le muret, alors nous on attendait sagement tous les 4. Et puis il a sorti un espèce de petit truc et tu l'as fait pchit, pchit, pchit. On s'est dit, ben, il le désinfecte. Et il me dit, en fait, je lui mets un petit parfum à l'abricot. Alors ben ça nous, on va vous parler de l'expérience de Stanley Milgram. Tout le monde la connaît, personne ne la connaît. Donc ça consiste à quoi cette expérience? C'est un chercheur qui va il va passer une annonce auprès d'étudiants en disant voilà, on fait une expérience pour faire le lien entre la punition et la mémoire. Donc on a besoin d'étudiants. Il y aura des étudiants on va leur faire travailler leur mémoire, et des étudiants qui vont contrôler l'expérience et qui vont punir quand la mémoire n'est pas bonne, pour voir si ça augmente les performances. Donc ils réunissent des étudiants, ils tirent au sort, donc il y en a qui se retrouvent sur une espèce de semi-chaise électrique, ils vont prendre des décharges de 15 volts, 20 volts, 30 volts, à chaque fois qu'on se trompe on augmente la décharge, il y a celui qui donne la décharge, puis c'est surveillé par un scientifique avec une blouse et un stylo qui dépasse de la poche. Évidemment, cette expérience, elle est bidon, c'est-à-dire que ceux qui reçoivent les décharges sont des acteurs, le scientifique est un acteur, le seul qui n'est pas un acteur et le seul qui est vraiment le sujet de l'expérience, c'est celui qui va délivrer les décharges. Celui qui pose les questions, qui dit, alors voilà, je vous donne 3 couleurs, vous me répétez les 3 couleurs dans l'ordre, puis quand il se trompe en face, il a un bouton, il faut qu'il appuie, il envoie 15 volts. On lui a fait tester ce que c'était que 15 volts. Cette expérience, donc ils l'ont répété un paquet de fois. En fait, Stanley Milgram, il se demande comment, pendant la Seconde Guerre mondiale,
ce qui s'est passé a pu se passer. Comment autant de gens ont pu obéir, comment il y a pu avoir cette obéissance à l'autorité. Donc il met cette expérience en place pour voir ce que ça donne. Le seuil... Alors, il y avait des psychiatres qui avaient étudié avant les conditions de cette expérience et qui avaient dit vous aurez une personne sur 1000 qui va faire mal à la personne en face. Pas plus d'une sur 1000. Et de toute façon, le seuil, ce sera 120 volts et pas plus. On considère qu'à partir de 150 volts, c'est douloureux. Donc les psychiatres avaient dit personne ne dépassera 120 volts et une personne sur 1000 seulement dépassera les 120 volts. Donc l'expérience, il y a 62% des gens qui vont au bout, c'est-à-dire qui vont jusqu'à 450 volts, avec des types en face qui hurlent, c'est des acteurs bien sûr, mais des types qui disent arrêtez s'il vous plaît, je vous en supplie et tout. Puis ouais, mais avec un scientifique, non, allez-y, c'est le protocole, suivez le protocole. Alors lui, il commence à se dire non, mais non, si, non, il faut, parce que sinon ça ruine l'expérience, non mais allez-y, c'est pas grave. Donc il y a 4 injonctions du scientifique, et il y a 62% des gens qui ont passé les 4 injonctions et qui ont balancé 450 volts supposés vraiment mortels, enfin pas cool du tout. Voilà, cette expérience, elle a démontré ça. Elle a démontré quoi? Mais ce que tu viens d'expliquer parfaitement. Non, en fait, effectivement, cette expérience-là, et dont on peut considérer qu'elle a été menée à grande échelle, peut-être pas préparée, mais en l'occasion fait le larron, elle vient interroger sur les moyens dont on peut se faire obéir, dont on peut faire obéir toute une société. Alors vous avez la version caricaturale du préfet l'allemand qui dit « Ah, vous me connaissez, je sais me faire obéir ». Donc ça c'est la matraque, le lacrymo, etc. C'était déjà testé quelques années avant le Covid, ça a continué. Et puis vous avez des façons beaucoup plus insidieuses. Et là, moi j'avais envie de vous parler d'un philosophe, chercheur en sciences sociales, intellectuel assez connu, qui s'appelle Michel Foucault, et qui a théorisé dans un ouvrage qui s'appelle « Surveiller et punir » ce passage dans l'histoire du moment où les régimes politiques se faisaient obéir par la force, par la coercition, par le contrôle. Et Foucault soutient qu'à l'époque moderne, ça opère un glissement. On va passer dans une société non plus de contrôle, mais une société disciplinaire. Et il explique ça de la façon suivante. Il dit en fait la société disciplinaire, elle fonctionne avec une norme, un ensemble de normes éventuellement, qu'on cultive, qu'on diffuse, et on n'aura plus besoin d'un flic ou d'une fliquesse, parce que j'ai appris qu'on disait fliquesse, derrière chaque personne pour faire obéir. Non, non, chacun va intérioriser cette norme, et en fait, notre moteur, notre désir, ce sera d'être le plus possible proche de cette norme. Et on sera en souffrance si on s'en écarte. Et donc voilà, Foucault décrit ça comme la société disciplinaire. Alors, bon, je ne sais pas si on est dans la société disciplinaire, en tout cas elle en a beaucoup d'aspects, je pense qu'un certain nombre des anecdotes qu'on a entendues ici l'ont confirmé. En tout cas cette période-là a mis ça encore plus en évidence. Peut-être qu'on est dans une conjugaison d'ailleurs, Foucault dirait, bah ça y est, alléluia, on a la discipline et le contrôle. Pour avoir une note positive quand même, peut-être que si ils ont besoin de sortir les matraques, les lacrymos, les flics qui nous surveillent, les drones et les choses comme ça, c'est qu'il y a une petite panne dans le fonctionnement doux de la société disciplinaire où chacun se surveille soi-même. Thierry disait tout à l'heure, le retour de la délation, c'est exactement ça. On devient nous-mêmes flics des autres et de nous-mêmes. Moi j'avais vu passer un tract sur Facebook, c'était un truc traduit de l'espagnol, et qui disait ne deviens pas flic toi-même, ou un truc comme ça. Essaye de pas intérioriser ce personnage-là qui fait qu'on va tous se surveiller les uns les autres. La conclusion de Milgram, c'était que pour vivre en société, il faut des règles, et il faut qu'on respecte les règles. Hein, on le répétait, si tout le monde se met à faire les feux rouges, à faire du 200 km/h en ville, et, on va avoir un problème. Donc respecter les règles, c'est normal. L'obéissance aux règles qu'on s'est posées pour vivre ensemble est normale. L'obéissance aveugle pose un problème. Et j'aimerais juste rappeler un mot de Bernard de France, qui est un ancien prof qui travaille énormément sur les violences faites sur les enfants, et qui nous avait dit un jour dans un colloque, et il nous avait dit, j'aime bien cette phrase, les gens disent souvent ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est totalement l'inverse, ma liberté commence avec celle des autres. Ça vient jouer sur la même. Voilà, merci. Donc nous en arrivons au dernier tableau,
Alors, quand on a fait le tour de tout ça et qu'on s'est rendu compte que ça devenait très très insupportable, qu'on est en difficulté avec tout ça, et on commence à poser des actes qui sont au minimum des actes de désobéissance, des actes de résistance. C'est comme ça que ça démarre. Et c'est le dernier tableau qu'on vous propose. Quels sont les actes de désobéissance, de résistance, de solidarité qu'on a pu commencer à poser, qui montrent que nous sommes en désaccord avec la façon dont on nous a traités. Donc c'est Julien. On n'aura même pas du trace là. Oui, donc tu as bien dit, hein, désobéissance, résistance, solidarité. Moi, comme je te dis tout à l'heure, j'étais très discipliné, donc désobéir, ça allait être compliqué. Donc je me suis plutôt tourné vers la solidarité. Comme ça, je savais que je risquais rien. La vérité, c'est qu'il y a quand même eu, alors là, je ne l'ai pas mis dans le tableau du burlesque, mais qu'il y a eu aussi un truc de ce genre-là, c'était tous ces gens connus qui tout d'un coup faisaient croire qu'ils étaient très solidaires, quoi. Mais des criminels notoires, enfin des Bernard Arnault, Florent Pagny, alors ils font des chansons, Bernard Arnault il dit « Oh putain, je donne quelques millions, oh, ouais mais t'as pas payé des milliards d'impôts avant et c'est ce qui manque dans les caisses pour les soignants », enfin ouais, ce genre de choses. Et donc moi j'ai une vraie histoire de solidarité à vous raconter et j'en suis pas un peu fier. Ouais, la solidarité pure. En fait, j'ai participé à une opération de maraude avec un mouvement qui s'appelle #PourEu, donc, et qui faisait en fait de la distribution de paniers repas pour des personnes sans toit, sans abri à la rue, à Bordeaux, hein, parce que c'est là-bas que j'habite. Et en fait, je ne vais pas vous raconter le truc dans le détail, mais juste un aspect qui m'a frappé, c'est que quand je faisais ma maraude à vélo, je croisais aussi beaucoup de livreurs Deliveroo à vélo, et on avait plein de choses en commun. Et aussi des choses pas tout à fait en commun. Alors pour les choses en commun, c'était la petite appli, c'est-à-dire que nous on était une association hyper moderne, alors les animateurs de l'association mettaient un ou deux mots d'anglais dans chaque phrase. Donc à ton go, je t'envoie pour ton premier co-ride avec machin, alors à chaque fois il a fallu que je me fasse traduire, mais il y avait une ambiance très très start-up là-dedans. Et donc ça c'était le point commun. Par contre sur la différence, ça pouvait se voir au premier coup d'œil, et je suis pas très fier. C'est-à-dire que, en fait, dans le mouvement #PourEu, si vous voulez, au niveau de la couleur de peau, c'était très très blanc. Hein. Et bon, c'était pas encore l'été où on a bien bronzé, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors que les Deliveroo, par contre, c'était très très racisé. C'est-à-dire que c'était que des blacks, des maghrébins, voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, ça doit être un hasard, mais il y a quand même une grosse différence qui se recoupe tout à fait avec une différence sociologique, sociale. Puisque dans #PourEu, c'est Éloi qui m'a accueilli, j'ai fait mon premier co-ride avec Anne Gaëlle, et ensuite j'ai fait d'autres rides avec Com. Voilà. Je crois que c'était pas les prénoms des Deliveroo que je croisais. Bon, il y avait, si vous voulez, il y avait un fond un peu sociologique, enfin de contradiction sociale. Et je ne veux pas vous faire toute ma réflexion parce que forcément elle est alambiquée, puis c'était sur le vélo, donc tu pédales, c'est pas toujours très clair. Mais à la fin des fins, je retiens quand même une image. C'est l'image d'une boucle pas très saine. Parce qu'en fait, les collègues de Deliveroo, là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chercher des repas pour les livrer aux petits bourgeois blancs, dont je fais partie, et d'autres font partie, qui avaient la flemme ou pas le temps, parce que c'est des gens très occupés, pas le temps de se faire à manger, etc. Donc hop, tu sonnes plus la cloche, mais c'est son appli qui fait pareil, et puis il y a un Deliveroo qui vient te livrer ton truc. Deliveroo, t'as pas de sécurité sociale, hein, t'es auto-entrepreneur, t'as un salaire un peu de merde, et donc, enfin, pas un peu, t'as un salaire de merde, c'est même pas un salaire, enfin, c'est bon, bref, c'est de la merde. T'es payé à la tâche, quoi. Et si tu te casses la gueule, si t'arrives un accident, ou si tu fais ça pendant longtemps, t'es usé, t'as une tendinite, je sais pas quoi, bah, ça devient vite très compliqué. Et à partir de là, moi, je voyais les gens à qui j'allais donner les repas. Alors il y avait une histoire de zonage, hein, c'est-à-dire que moi j'allais chercher les repas dans les quartiers riches et j'allais les donner pas dans les quartiers pauvres parce que je pense que là-bas ça s'organisait pas mal. Il y a une habitude de solidarité, mais j'allais les donner dans les centres-villes où il y avait les personnes à la rue. Et en fait je me dis, mais c'est marrant parce que c'est pas marrant, hein, mais dans ces personnes à la rue, bah, chacun a une histoire et souvent elle est improbable. Ça va très très vite apparemment quand on dégringole et qu'on finit à la rue, ça peut se jouer en quelques mois. Et je me dis, mais là-dedans, il y a des gens qui ont été abîmés par le travail. Il y a des gens qui ont été abîmés par une société injuste dans laquelle on vit depuis déjà assez longtemps. Et en fait, si jamais ils sont vraiment trop abîmés,
et ben Com, Éloi et Anne-Gaëlle, qui commandent leurs trucs sur Deliveroo, vont prendre leur vélo pour bénévolement aller donner des petits paniers à ceux-là même qu'ils ont contribué à esquinter. Je sais pas si vous voyez le truc, c'est pas encore très clair, mais il y a une boucle comme ça que j'aimerais bien qu'on arrive à casser. J'habite derrière la mairie, proche du centre-ville, mais c'est un quartier très tranquille. C'est une voie sans issue puisque c'est un quartier en pente qui descend doucement vers la rivière. C'est une rue donc qui est en boucle et à sens unique. Et au milieu de la rue, juste avant un petit croisement, il y a la maison de Blanche. Blanche, elle a 90 ans et elle est à un endroit stratégique du quartier parce qu'elle est mal. Avec ses 90 ans, elle est tous les matins dans son jardin et elle voit tout ce qui se passe et elle voit les gens passer. Et puis l'après-midi, elle va dans sa cuisine et elle s'assoit, elle a le rideau tiré et elle continue à voir tout ce qui se passe. Et Blanche, elle a une copine qui habite un peu plus loin dans l'immeuble qui s'appelle Marcel et qui a 86 ans. Et un peu plus loin, le dernier immeuble, la troisième copine, c'est Janine. Alors je ne sais pas quel âge elle a, Janine, mais c'est à peu près pareil. Et tous les jours, Janine sort vers 16h, remonte la rue, prend Georgette qui ne voit pas très bien, et elles vont jusque chez Marcel, et elles passent un petit moment ensemble toutes les trois, à s'aider, à s'entraider et à papoter. Jusqu'au jour où Marcel, qui a fini son jardin, est assis dans sa cuisine et regarde la rue, voit arriver une voiture de flic. Et aussitôt, elle appelle Georgette. Mais Georgette, ne sors pas, je viens de voir une voiture de flic. Et aussitôt Georgette appelle Janine. Janine, ne monte pas, il y a une voiture de flic. Pardon? Ah oui, ton buraliste. Ah, le buraliste. Je suis un peu accro au tabac. Et donc je rends souvent visite à mon buraliste. Et les rues sont plutôt désertes et dans mon quartier ça a été quasiment le seul point ouvert et où les gens se croisaient. Et j'y allais assez souvent et j'ai été très très admirative de ce buraliste. Alors il ne pouvait plus servir les cafés, il vendait juste les journaux et le tabac. Et très très vite il a mis tout un tas de photocopies, les fameuses attestations, parce que dans le quartier il y a beaucoup de personnes âgées et elles n'en avaient pas. Et puis à force de l'observer, en fait c'était comme une boîte postale. Les gens venaient acheter le journal et ils racontaient les ennuis ou les problèmes ou les difficultés qu'ils avaient. Et ben lui, il transmettait à un autre et il mettait les gens en contact. Et pendant tout le confinement, j'ai trouvé que ce buraliste, il a fait un super travail de lien et de lien dans le quartier. Et c'était pas que pour du blé. Non. Alors, moi j'ai commencé le confinement par... En fait, j'ai commencé, je jouais au village Emmaüs l'Escarpeau, donc pas loin d'ici. Et on apprend que voilà, tout le monde rentre chez soi et tout, donc ça fait une soirée un peu bizarre, quoi. Mais bon, je suis pas la seule à avoir vécu ça. Si tu joues pour la dernière fois, bon, ben au revoir. Enfin, c'est un peu spé. Mais quand même, le lendemain, il y a les élections. Et donc tout le monde est censé être appelé à aller voter, enfin Régine a raconté tout à l'heure et tout. Et moi ça me met dans une rage folle en disant mais putain, enfin on déplace ces élections quoi. Enfin comment ça se fait qu'on explique partout que c'est la merde, qu'une maladie super dangereuse et puis que tout le monde va aller bien se serrer la paluche, trépatouiller les machins, les bulletins et les trucs, c'est absurde. Et donc ça va m'énerver pendant tout le confinement puisque les conseils municipaux ont été quand même globalement les principales cibles du virus. Il y a eu plein de morts et de maires, enfin d'élections qui ont dû être refaites parce que le maire était mort et tout. Donc voilà. Donc déjà ça m'a bien agacée et je me disais mais là c'est pas possible, ils vont pas nous refoutre le deuxième tour des élections. Bon. Parallèlement à ce petit agacement concernant les élections, j'ai une passion coupable, j'entendais une passion coupable avec les poubelles, les déchets, enfin voilà. Et donc je vois tous les
tout le fait qu'on n'a pas de masque, machin, mais qu'en même temps dans tous les pays, enfin il y a plein de plages qui sont envahies par les masques parce que ils sont jetables. Donc, et comme on n'a pas de masque, c'est un peu la merde, que personne ne sait trop comment faire. Il y a ma prof de couture qui commence à coudre des masques en tissu, elle s'est renseignée et tout, et puis elle nous envoie le patron. Et puis je me renseigne, et puis en fait sur Facebook, etc., enfin, tous les réseaux sociaux, tout le monde commence à faire ses masques. Et puis en fait il y a des couturières pro et amateurs qui commencent à se mettre ensemble. Et puis en fait il y a des collectifs de couturières. Bon, je dis couturières parce que c'est quand même majoritairement des femmes. Il y avait aussi qui ont fait à la fin, qui ont obtenu des résultats incroyables, qui en moins de 2 mois ont été capables de se mettre à Bourgoin-Jallieu, par exemple, l'ASSO, enfin c'est même pas une asso, c'est un réseau. Ils ont mis en place un site qui permet de mettre en relation les gens qui ont besoin de masques et les gens qui en cousent, de collecter les tissus qui permettent de faire des trucs aux normes. Voilà, et il y a plus de 200 bénévoles et des dizaines de milliers de masques qui ont été distribués et qui ont bien aidé les pompiers, les éboueurs, voilà. Donc, sachant que voilà, en même temps, les éboueurs ils continuent à récupérer des poubelles avec dedans des déchets dits infectieux, enfin qui sont potentiellement porteurs de virus, quoi. En fait, au début, c'était juste un acte de solidarité comme ça. Mais au bout d'un moment, il y a des collectifs de couturières qui ont commencé à dire mais il y a un problème, pourquoi on est bénévole? Comment ça se fait qu'on va aller payer des industries à l'autre bout du monde et pas nous payer nous? Et comment ça se fait qu'on ne fait pas bosser nous? Et comment ça se fait? Et en fait, il a commencé à y avoir des collectifs vachement politisés qui se sont posés la question de ça. Et voilà, et moi qui bosse sur cette question-là des déchets, c'était vraiment beau de voir ce moment où d'un acte de comment je vais pouvoir aider mon prochain, on passe à mais si on s'organisait différemment pour tout le reste. Et tout ça pour finir avec le fait que il y a le deuxième tour des élections qui a quand même arrivé, il y a eu 60% d'abstentionnistes. Et là, voilà, c'était l'acte de désobéissance que j'ai trouvé le plus beau de tous les actes. Tu vois plus clair, elle est là. Juste pour vous dire, moi, c'est mon carnet de cette année. Et donc, à partir de la première semaine du confinement, j'ai noté en haut des pages le nombre de personnes, les chiffres de... Comment il s'appelait là, l'autre donc tous les jours je notais, je suis un peu névrosée je sais, donc le nombre de cas, le nombre d'hospitalisés, le nombre de morts. Et à partir du 24 avril, il faut savoir que la chose en fait a continué d'apparaître comme ça via ce monsieur et d'autres, alors que les chiffres diminuaient. Les vrais chiffres intéressants, qui étaient ceux en réa et les morts, ont commencé à diminuer le 27 précisément. En fait. À partir du 27 avril, on était déjà sur la descente. Et donc moi, c'est là que j'ai commencé à me dire what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qu'on nous a fait. Et j'en ai vraiment bavé moi pendant ce confinement. C'était tout ce qui a été dit, j'ai l'impression d'avoir tout vécu. Et donc je prends une toile cirée, la poubelle que j'ai, elle est russe, c'est magnifique, avec des grosses fleurs rouges et tout, elle est immense. Donc là j'ai une table comme ça chez moi, je la retourne, je prends des pots de peinture et j'ai commencé à faire une grande banderole où j'ai mis plus jamais ça, on veut du fric pour l'hôpital public. Et j'ai mis sur mon balcon, sur l'autre balcon j'ai mis mes gilets jaunes, j'en ai plusieurs et tout. Et tous les soirs, donc, bon c'est vrai que moi j'ai un peu applaudi comme ça au début, mais là je suis allée avec des casseroles et en fait j'ai commencé à faire beaucoup de bruit dans ma rue pour voir un peu ce qui allait se passer, il s'est passé des choses et tout. Et donc c'est le 16 juin, c'est ça la manif? La manif, ouais. J'ai décidé que j'allais offrir ma banderole aux soignants à la manif, où là à Marseille on était quand même assez nombreux. Et c'est un jour un peu particulier parce que ma soeur était en même temps sur le billard en train de se faire opérer du cœur et c'était pas sûr qu'elle en sorte, donc bon, je coupe les petites ficelles de ma banderole, la toile cirée c'est pour pas que je pars avec ma banderole comme ça à la manif, et j'ai offert en expliquant la situation. On a fait un peu de foin autour de ça, quoi. Je leur ai remis la banderole, et puis et ces nanas, super, il y avait plus de nanas, et c'était que des infirmières, il n'y avait pas de médecins, m'ont expliqué
ce qu'on allait faire à ma sœur, en fait, ce qu'elle était en train d'avoir comme opération. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Puis j'ai continué avec elle la manif. Voilà, puis je crois bien un deuxième point, c'est les maraudes et la bouffe. Très rapidement, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais toutes les associations, les autres, générosité pour eux, avec grand cœur, là, n'ont plus fait les maraudes. Et les mecs dehors, moi j'en ai plein en bas de chez moi qui vivent dehors, les cafés étaient fermés, ils ne pouvaient plus pisser, ils ne pouvaient plus chier, ils ne pouvaient plus bouffer, enfin bon, il n'y avait vraiment plus rien, quoi. D'une part, et d'autre part, il y avait plein de gens dans les quartiers nord en particulier, mais aussi au centre-ville de Marseille, où j'habite, qui avaient plus de quoi faire à bouffer. Donc chez moi, on a stocké, on a commencé à s'organiser dans la cage d'escalier, puis alentour, et se mettre en contact avec d'autres collectifs. Il y a eu une énorme organisation qui dure toujours, via d'ailleurs le McDo un McDo révolutionnaire à Marseille, qui est absolument fabuleux, et voilà, on passait, voilà. Donc tout ça c'est très 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 bien organisé. Et j'ai perdu mon fil, c'est à peu près tout ce que je voudrais dire pour l'instant, parce que après j'ai un point de vue différent, si ce n'est que donc tout ça c'est extrêmement bien organisé, les collectifs ont bossé ensemble, les associations, etc. Ça a un peu continué, ça a l'air de se barrer un peu en couille, mais il y a eu une idée qui est intéressante, c'est de faire la facture. Pendant tout ce temps, combien de temps on a passé à faire ça, et je dirais la suite un peu tout à l'heure. Alors moi je travaille à l'interne, mais aussi pour un centre de formation dans lequel on fait entre autres de la formation pour des enseignants. Et on travaille depuis quelques années avec Formiris, qui est l'organisme de formation des enseignants, de tous les enseignants du privé catholique. Voilà. Donc grosso modo ça se passe comment? Ils font des appels d'offres, voilà, donc ils éditent ce qu'ils ont besoin en termes de formation. Ils balancent, les organismes de formation répondent en proposant un contenu de formation. Eux, ils se réunissent, puis ils décident s'ils vous donnent la formation pour l'année ou pas. L'année dernière, on avait 17 formations, on a mené 17 formations pour Formiris, pour un global 70 jours, quelque chose comme ça. Et les appels d'offres arrivent au tout début du confinement. Donc je vais passer mon premier mois de confinement à répondre aux appels d'offres. Donc je vais répondre à une trentaine, on espère en avoir entre 15 et 20 comme l'année passée, toutes nos formations sont super bien passées avec nos stagiaires, c'est nickel, on devrait avoir les 20. Donc je me tape le boulot, donc voilà, c'est assez rigolo, c'est un peu stratégique comme travail, hein, parce qu'eux ils ont un vocabulaire absolument incompréhensible, hein, c'est de la langue de bois, donc moi il faut que j'essaie de comprendre un peu la thématique qu'ils veulent, ensuite nous on part en créativité, on fait que ce qu'on a envie, et après je dois retranscrire en langage pour que ça passe. Sans en dire trop pour qu'on ait la liberté pédagogique avec laquelle on passe. Donc je fais ce boulot-là. Et puis on dépose tout ça, on envoie tout. Et puis, donc on est encore en confinement, une semaine après, mon directeur de structure reçoit un appel de la directrice de Formiris qui dit « Bon bah écoutez, c'est super, on a reçu les appels d'offres, merci bien, maintenant il faudrait toutes les reprendre et nous dire lesquelles vous pouvez faire en distanciel. » Ça veut dire à distance, on est bien d'accord. Donc lui répond, aucune, madame, aucune. Elle dit, bah si, il va falloir, parce que vous comprenez. Donc là, on comprend qu'en fait, au niveau national, sur l'enseignement, ils ont déjà des directives très claires. Il faut pouvoir prévoir de tout passer en formation au moins hybride, si ce n'est en distanciel total. Hybride signifiant un peu de présentiel, un peu de distanciel. Et donc lui est super mal, parce que là il comprend que bah, c'est foutu, qu'on va se faire bouler sur les appels d'offres, parce que si on dit non, ben on dit non. Donc il m'appelle, au départ on reçoit un mail, voilà, où elle demande ça. Donc il m'appelle et évidemment lui est très mal, parce que c'est lui le directeur de structure, ça veut dire si on perd ces formations-là, ben, en gros on perd un salarié, c'est un salarié. Et qu'en même temps, toute la manière qu'on a de travailler, c'est pas possible, enfin on refuse de le faire en distanciel en fait. Donc dire non c'est résister, mais résister au prix d'un emploi. Donc on discute, il est pas bien, et je lui dis bah écoute, tu sais moi ce sera à moi, mais c'est pas grave en fait, il vaut mieux crever la tête haute que voilà. Donc tant pis, on y va. Et là je me dis, il faut aussi qu'on accepte, donc on a dit non, bilan des courses sur vous voulez savoir, les appels d'offres, on a eu 2 formations. On en a eu 17 l'année d'avant, on en a eu 2.
Donc on réoriente voilà, le travail. A priori, on devrait réussir à s'en sortir autrement. Enfin, moi, j'ai réduit mon temps de travail quand même là-bas. Il y a un collègue aussi. Mais je me dis, ouais, parfois résister, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut qu'on accepte que certaines de nos organisations, si nécessaire, meurent, mais pas nous, qu'on crève pas nous. C'est là la limite que moi je mets, en tout cas, ma petite capacité à résister. Ça ne mettait pas ma vie personnelle en danger, ni même le fait de pouvoir à peu près nourrir mes gamins, donc c'était assez facile de résister dans ce cadre-là. Mais qu'il faut quand même, voilà, qu'on puisse essayer de le faire. Et puis, quand je vois, sans la nommer, qu'un organisme d'éducation populaire a lancé pendant le confinement une formation de gesticulants à distance, j'ai un peu les boules et même si je comprends que derrière il y a l'inquiétude pour leurs salariés, je me dis qu'il faut quand même qu'on accepte de faire mourir nos structures s'il faut pour résister et de trouver d'autres manières, comme ça a été nommé, de reconstruire d'autres formes de solidarité et de recréer par ailleurs. Il faudra qu'on accepte aussi ça. Voilà. Non, mais là où j'habite, je suis sur un petit hameau, on est même pas une trentaine à vivre là. Et dès le début du confinement, on a Jeff qui a le Covid, qui le file à sa copine Manu, qui habite à côté. On a Daniel qui est à risque à 75 piges. Et puis on a Clémence qui est venue de la ville habiter dans notre petit hameau parce qu'elle est à risque plus. Elle a la mycoviscidose et si elle attrape cette maladie, elle va mourir. Pas si vite, rapidement. Donc très vite, on s'organise en solidarité pour faire les courses, des choses comme ça, parce que vraiment Clémence ne peut pas y aller, les gens qui sont malades ne peuvent pas y aller. Daniel a peur d'aller en course. Donc on va mettre en place une organisation où on va faire les courses, où on va aussi s'occuper parce que Daniel il se fait chier. Ceux qui sont malades, il faut quand même qu'ils s'occupent aussi. Enfin voilà, on va vraiment mettre en place, alors c'est des petites solidarités mais très locales, mais pour que on puisse s'occuper, pas trop s'emmerder. Voilà, donc on fait des trucs et puis parmi au bout de quelques semaines, parmi les trucs qu'on fait, c'est un petit chantier banderole, parce que nous aussi on en a marre. Alors là où on habite, vraiment c'est le long d'une véloroute, c'est vraiment le village le plus près, il est à 1,2 km. Donc il y a beaucoup de flics qui viennent, puisque c'est un chemin de balade qui est à plus d'1 kilomètre d'un village. Donc ils sont chez nous environ 3 fois par jour pour aligner. On a beaucoup de copains qui se font aligner, c'est assez... mais on est vraiment dans la pampa et on se dit bon, on veut mettre des banderoles, mais nous, personne ne va les voir en fait si on fait des banderoles. Donc l'après-midi, là, ça nous occupe. Alors on fait des banderoles voilà, pour protéger l'hôpital. On fait une banderole virus capitaliste, 1% en profite, 99 en 99% off. Enfin voilà, on fait des banderoles, on est content. Et puis le soir, on va mettre nos banderoles sur un rond-point qui est tout près de là où j'habite et où il y a quand même du passage, des gens qui bossent, voilà, les routiers. Les gens qui vont travailler, et je pense que pour moi en tout cas c'est aussi un des meilleurs moments du confinement, c'est un des plus beaux fous rires en fait de mon confinement, parce qu'avec ma copine Manu, on est parti avec nos banderoles à un moment où on n'a pas le droit, il ne faut pas sortir, on est à plus d'1 kilomètre de chez nous avec nos banderoles et qu'on ne va pas faire un papier pour expliquer qu'on est en train de poser des banderoles et qu'on n'a pas d'autorisation. Il est 23h parce qu'on ne veut pas se coucher trop tard, mais quand même il fait nuit. Alors, et puis voilà, on va avec sa petite panda s'installer près du rond-point et puis on court dans la nuit avec nos banderoles pour aller les mettre sur le rond-point. Mais évidemment, c'est une heure où il y a tous les routiers qui passent. Il y a plein de routiers. Et on a quand même ce petit flip, et puis je crois que ça nous amuse de se dire mais c'est peut-être une bagnole de flic qui va passer à ce moment-là. Donc on est quand même à se protéger. Il y a le camion qui descend, on se fout derrière une autre banderole alors qu'elle était pour la fête à la grenouille avant le confinement. Mais alors on est derrière notre fête à la grenouille, elle me dit ils vont nous voir en ombre chinoise. Elle me dit je fais le rocher. Et puis dès qu'il n'y a plus de camion,
règle, et puis on était contents de nos petites banderoles qui n'ont pas vraiment tenu très longtemps, hein, elles sont vite écoulées. Mais voilà, aussi dans le côté solidaire, je sais pas, d'avoir l'impression d'agir un petit peu vraiment de là où on était, et puis s'amuser aussi de ça, parce que je trouve que les moments de résistance, c'est des moments qui peuvent être super drôles aussi. Voilà. Merci. C'est impressionnant. Alors je ne sais pas si c'est vraiment un acte de désobéissance, mais moi j'ai vécu mon confinement comme une grande colonie de vacances. On n'était que des amis, dans un grand chalet, en pleine nature, en privilège bourgeois, tout allait très bien pour nous. On a fait la fête avec les voisins, on est toujours partis faire des balades, on a trouvé des chemins secrets pour aller au lac. Enfin, c'était un peu l'amusement, un peu long, mais ça allait. Et puis un jour, on est parti à 4 faire une grosse rando. Donc là, on est passé le kilomètre, on est passé les 10 km, on est allé très 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 loin. Et donc on est parti tôt le matin en disant, on va pas faire d'attestation, on n'a pas grand intérêt, de toute façon on est hors la loi. Donc on est parti le petit matin, à travers champs pour ne pas prendre des sentiers, parce que les filles qui étaient sur les chemins de sentiers pour choper les randonneurs. Et puis on est parti un peu, comme des... vraiment comme des hors-la-loi, quoi. Donc à prendre des petits chemins, à se cacher, à croiser des voisins et à avoir peur d'eux, s'il y en a, s'ils préviennent des flics, ils savent où venir, à commencer à traverser les routes en courant, au cas où des voitures arrivaient, à allonger des petits ruisseaux au milieu des ronces pour éviter d'être vus. Voilà, donc ça a été un peu l'aventure comme ça toute la journée, jusqu'à atteindre le point où on voulait arriver pour profiter de pique-niquer notre journée. Et puis ça a été comme ça toute la journée. En fait, on se cachait dès qu'une voiture arrivait, on s'allongeait le long des chemins, on se mettait à des buissons. Le chemin du retour, on s'est un petit peu paumé, on s'est retrouvés sur des nationales, donc on s'est tous mis à se cacher derrière des buissons, à attendre les personnes, à sauter sur la route, à courir, à dégratter jusqu'au bout du chemin, à monter par des sentiers, à s'allonger par terre, il y avait une voiture qui passait. Voilà, donc c'était sportif. Mais c'est, comme tu disais, c'était très drôle. Et en même temps, je me suis dit, mais merde, c'est la guerre en fait. J'ai peur dans mon propre pays, donc je n'ai pas encore 30 ans, je vis dans un pays normalement riche et en paix, avec tout un tas de privilèges. Et j'ai peur des flics, je me cache. Et tout ce que je risque, c'est une amende, c'est pas si cher. Et ouais, en fait, cette journée, elle a été très drôle, je l'ai beaucoup raconté, moi, ça m'a fait beaucoup rire. On avait un carnet pendant notre confinement où tous les jours chacun écrivait une histoire, il fallait que je raconte cette histoire qui était quand même assez magnifique. Mais je me suis dit, bah merde en fait, je n'ai pas normalement à avoir peur comme ça de la police, je ne devrais pas courir comme une folle sur les routes, de peur de croiser des flics ou d'avoir peur d'un voisin qui irait me dénoncer. Et à la fin de ce texte, c'était, donc on a eu le merveilleux discours de Macron qui expliquait qu'on était en guerre, les Russes invisibles. Et en fait, je me suis dit, ben non, on n'est pas en guerre, c'est nous qui sommes en guerre contre un gouvernement qui est une dictature, en fait, finalement. Voilà, et donc, ouais, ça a été une journée marrante, et en même temps, ça m'a fait penser à pas mal de choses, et je me suis dit, bon, j'ai eu la chance, avant mes 30 ans, de vivre une situation où on m'a retiré la moitié de mes droits du jour au lendemain, sans m'expliquer pourquoi. Et voilà, je me dis que la vie va être assez marrante après ça. Une réflexion. J'avais envie de dire un mot sur les vidéos d'humour qu'il y a eu pendant le Covid, sur les blagues, parce que je trouve que c'est... Mais je ne sais pas si c'est une forme de résistance ou si c'est plutôt pour supporter le mec qui fait du jogging sur une flaque d'huile, tous ces trucs-là. Je trouve qu'il y avait une insolence populaire que j'aimais bien. Non, en fait dès le début, on a publié à l'Ardeur un texte qui s'appelait Covid-19, la vie des dominants, et on l'a fait très rapidement en essayant de faire système, c'est-à-dire de
dit attention, enfin je veux dire, que ça existe, que ça n'existe pas, que oui, que non, que c'est dangereux, que c'est pas dangereux, peu importe, on est submergé d'informations contradictoires, mais qu'est-ce qui se passe au niveau système? Ce texte a été d'ailleurs le prétexte ensuite à une émission de télé sur RT, qui est une chaîne Russia Today, qui est une chaîne qui grosso modo est là pour faire chier Macron, financée par Poutine, dans lequel on s'est permis de dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Enfin, je veux dire que l'énoncé jour après jour d'un nombre de morts non expliqués, non rapportés à un contexte. On ne pouvait rien en faire, c'est-à-dire 35 morts. Moi j'avais l'application FR3 Bretagne, donc j'avais tous les matins 35 nouveaux décès en Bretagne, mais je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Enfin bref, en gros, voilà, il y a 600 000 morts chaque année en France. Juste pour dire que ce texte et cette émission, au niveau des commentaires, ont provoqué un gros soulagement chez plein de gens qui nous ont envoyé des commentaires en disant merci, je me sens moins seul à ne pas m'autoriser à contester ce qui se passe. Et je pense qu'on a une responsabilité de faire ça. Simplement, cette responsabilité, en termes d'éducation populaire, c'est de effectivement sans arrêt prendre soin de faire système dans nos analyses. Parce qu'il y a la question du complotisme, effectivement. C'est-à-dire que je ne sais pas si Bill Gates essaye de nous filer des nanopuces dans ses vaccins, et je ne peux pas le savoir. En revanche, je sais que le capitalisme fonctionne de telle et telle manière, et qu'il fonctionne par crise, et que cette crise, il va l'utiliser. Donc je trouve qu'on a maintenant une espèce d'obligation non d'éducation populaire de sans arrêt tracer notre chemin, en perdant pas de vue la question complotiste, tout en tombant pas dans le piège de la dénonciation du complotisme. Je ne sais pas si je suis clair. D'autant plus que toutes les informations intéressantes que j'ai trouvées, moi, c'était systématiquement sur des sites qui sont absolument hors la loi du côté des antifas, c'est-à-dire des sites qui sont répertoriés comme complotistes. Pour moi, les informations les plus précises que j'ai vues, c'est sur les sites des identitaires québécois, alors là, qui sont vraiment... Je veux dire, ils sont vomis par la gauche et les antifas comme étant des fêlés d'extrême droite et tout ça. N'empêche qu'ils ont fait un travail de repérage des discours et des analyses, des chiffres, des statistiques sur lesquels moi je me suis beaucoup appuyé, qui étaient vraiment bien foutus. RT est un site qui évidemment... j'ai eu beaucoup de critiques comme enfant Lepage, tu vas sur RT. RT, c'est le seul site qui a couvert pour moi correctement les gilets jaunes pendant le truc, etc. Et donc on s'aperçoit que, par rapport à ce que disait Philippe, il y a le mainstream. Là on est dans l'ordre de l'obscène, enfin c'est de la folie furieuse. Enfin, je veux dire, moi, à chaque fois d'ailleurs que j'ai écouté quand même France Intox à 18h, je veux dire, je suis sorti de là flippé, enfin je veux dire, clairement, je veux dire, parce que enfin, je veux dire, ce qu'on entendait, c'était des témoignages de bons Français qui allaient désinfecter la poignée de porte de la voisine, enfin des trucs comme ça. Moi je me disais, mais c'est pas possible, enfin, je veux dire, je suis en train de devenir dingue, enfin, et puis le nombre de morts, etc. Et puis ensuite j'avais des sites intelligents avec de la critique. Ce que je veux dire, c'est que pour moi ça se passe sur YouTube maintenant, avec les précautions qu'a posé Cédric dans sa conf. Je veux dire, c'est là qu'il y a la vraie info, c'est là qu'il y a les gens qui vont chercher des choses, mais il y a du pire et du meilleur. En tout cas, c'est notre responsabilité au nom d'éducation populaire de tenir un discours, d'être sur YouTube, sur ce putain de plateforme, d'accord, d'être dessus et de continuer à tenir un discours qui est un discours critique de dénonciation du capitalisme, tout en se gardant de rentrer dans des fantasmagories sur lesquelles on ne peut rien prouver. La question du complotisme, pour moi c'est simple, c'est qu'est-ce qui est plausible, est-ce que c'est plausible, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est plausible? C'est possible qu'on nous file des micropuces à travers le vaccin, c'est possible techniquement. Est-ce que c'est plausible? J'en sais rien. Est-ce que c'est plausible? Je ne sais pas pourquoi je m'énerve. Voilà, je finis par là. Oui. Bon, il n'est pas théorique, hein, je m'explique bien. Je poursuis. Les gens qui se sont organisés pour ce qu'on a essayé d'appeler l'entraide et non pas la solidarité. À Marseille, ça s'est super bien fait, ça s'est fait avec des gens très très différents, etc. Et puis on arrive à la période où, donc là-dedans, vous avez des collectifs, des gens très politisés aussi, mais qui sont là au titre de leur association, des centres sociaux,
etc., etc. Donc l'idée vient des collectifs les plus politisés de faire la facture, de présenter, si vous voulez, la facture à l'État, à la ville, bien entendu, et à la métropole. Pourquoi pas? Et alors après, ça continue, c'est-à-dire qu'on va leur présenter la facture et ils vont bien voir qu'on a passé énormément d'heures à faire tout ça. Je suppose que tout le monde est d'accord, ok, on a passé énormément d'heures. Et du coup, il y a derrière l'idée que, et si on a bossé comme ça devrait être connu, c'est pas du bénévolat, tu as parlé des masques, et donc on va faire des propositions de délégation de services publics pour s'occuper des pauvres la prochaine fois que ça nous tombe sur la gueule. Et là, moi, j'ai commencé à me mettre un peu en retrait. D'abord, je me suis demandé, pour faire la facture, donc il faut aller interroger les gens. Donc, ils se sont tout à coup appelés les aidants, eux-mêmes, hein, les aidants. Donc, soit tu étais aidante ou machin, bon. Et à aucun moment, on s'est posé à ce moment-là la question d'aller voir les gens, alors à la rigueur, les aider, qui sont quand même les mieux à même de dire quels besoins ils ont, comment ça se fait qu'au bout de combien de jours ils ont manqué de vivre, etc., etc. Et ça m'a travaillé. Et c'est comme ça que je me suis encore plus intéressée à l'idée de la sécurité sociale, de l'alimentation, que je soumets là, et que je n'ai pas l'aspect théorique. Moi, je ne suis pas une spécialiste de ça, peut-être toi tu peux mieux en parler, mais si on évolue vers ce... Donc vous voyez ce que c'est, un peu la sécurité sociale de l'alimentation, très facile à comprendre, hein, la carte vitale, on a une carte vitale avec une certaine somme qui permet que chaque mois on ait une garantie d'alimentation selon des critères précis, des producteurs et des commerces, et certainement pas la grande distribution, vont être assermentés, comment on dit, conventionnés, merci. Et donc on pourra aller chercher sa nourriture dans ces endroits-là. Donc ça me semble très intéressant, et je trouve qu'il y a peut-être maintenant à poursuivre ces mouvements très généreux, etc., et à recadrer un peu les choses pour ouvrir sur cette sécurité sociale de l'alimentation. Donc en octobre, moi je vais proposer que des gens, je ne sais plus comment il s'appelle, votre collègue, Mathieu Dalmet, absolument, viennent à Marseille, etc., etc. On aura les états généraux de Marseille, ils pourraient... Mais voilà. Du coup, on fait toutes les deux. Ouais, du coup, quand il fallait conclure ce tableau sur la désobéissance, on en parlait comme ça et ça nous a fait penser à deux personnes, Hannah Arendt et Christophe Dejour. Hannah Arendt, c'est une philosophe qui a traversé le XXe siècle avec une histoire un peu particulière puisqu'elle était allemande et juive, et que donc il a fallu qu'elle fuit régulièrement, et elle a publié un milliard de trucs que je connais pas tout, mais en tout cas, elle a travaillé sur le totalitarisme. Et il y a un truc, en fait, je vous raconte ça parce que pendant le confinement, avec une association pas loin de chez moi, on a fait beaucoup d'arpentage, et on a arpenté notamment des livres de Hannah Arendt, et donc j'ai pu découvrir vraiment dans le texte ce qu'elle racontait. Et il y a une image que je trouvais vachement belle. Elle disait: le totalitarisme, c'est le désert qui avance. C'est pas la solitude, parce que la solitude ça peut faire du bien, on peut avoir besoin de temps en temps de se retrancher en soi et tout. C'est la désolation. Et en fait, elle considère que le monde, c'est quand il y a des relations entre les personnes, et que là il y a de la politique. Et donc c'est vraiment dans le moment où on rentre en relation avec autrui qu'on peut commencer à penser. Et que la liberté, la vraie liberté, c'est quand on peut penser et agir. Et donc en fait, il faut absolument penser, et donc être en relation, être dans le monde. Ne pas être au monde, mais être vraiment du monde. Et j'ai trouvé que c'était des images entre le désert et la désolation, et cette idée de relation, et qui crée la possibilité de liberté et d'action. Et ben ça, c'était assez ça, quoi, finalement, de tous ces petits axes de désobéissance qui pouvaient parfois paraître assez minimes, mais qui permettaient de rentrer en relation jusqu'à des choses plus importantes. Et ben, on retrouvait cette liberté, et on retrouvait le politique et la capacité de penser et d'agir.
Alors, pour poursuivre la conclusion avec Christophe Dejour, qui est psychologue, psychiatre et sociologue. C'est un monsieur qui a travaillé sur la souffrance au travail, la souffrance créée par le travail prescrit et le travail réel, et comment ça touche les valeurs et la dignité. Il part de cette phrase « tout seul c'est perdu d'avance ». Et il propose d'entrer en résistance. Il faut réfléchir aux modalités de la résistance. C'est prendre des risques, être plusieurs, c'est un engagement personnel, c'est moral et politique, c'est des coopérations, pas seulement horizontales, mais aussi verticales. Cela nécessite une coordination, des complicités, la création d'une enclave pour sauver quelque chose.